Cap Métier sur le thème de l'intelligence artificielle et ses usages en formation. J'espère que vous nous entendez bien. Si vous voulez le confirmer en mettant un petit mot, un petit pouce dans le chat, un petit quelque chose pour être sûr que le son soit OK pour tout le monde, ça serait parfait. Merci beaucoup. Donc, je suis Yves Mesplé, chargé de mission et concepteur e-learning à Cap Métier. Et pour ce webinaire, je serai accompagné de Christophe Croze, mon collègue, que je vais laisser d'ailleurs se présenter. Oui, bonjour, chargé de mission, Christophe Kroll, chargé de mission à Cap Métier aussi également. Et je pourrais intervenir concernant le chat, faire remonter vos questions dans le chat. Et le bouton, normalement, est en bas à droite de votre écran. C'est Christophe. Donc, pour ce webinaire, nous sommes en compagnie de trois, enfin même quatre intervenants. Donc, Jean-Michel Cornu, Kenny Bertonazzi et Jean-Michel Chauveau de la structure STEP et Stéphane Dibold qui vont intervenir chacun leur tour. Entre chacune de leurs présentations, nous répondrons à vos questions que vous pouvez poser. Alors, soit dans le chat ou plutôt peut-être privilégier le module de questions-réponses pour poser vos questions et dans le chat vos commentaires ou remarques ou autres. Le fil sera peut-être un petit peu plus facile à suivre comme cela puisque je pense que nous risquons d'être nombreux sur ce webinaire. Vous étiez plus de 400 inscrits ce matin, donc il peut y avoir du monde et donc potentiellement peut-être beaucoup de questions. Mais je vais laisser la parole à notre premier intervenant, donc qui va être Jean-Michel Cornu, qui va démarrer son intervention. Je partage le support de présentation. Normalement, vous devriez le visualiser. Toujours pareil, si c'est OK pour tout le monde, un petit pouce, un petit mot dans le chat. Parfait. Et Jean-Michel, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, moi, je suis un spécialiste de l'innovation, donc je travaille sur l'IA, entre autres, depuis les années 90, donc le siècle dernier. Par contre, je ne suis pas simplement un spécialiste de l'innovation technologique, mais aussi de l'innovation d'usage. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces technologies, comme l'intelligence artificielle. Alors, peut-être pour commencer, justement, j'aimerais vous montrer qu'il y a, vas-y, Yves, voilà, qu'il y a un peu deux façons d'utiliser l'IA. Et je vais vous raconter deux petites histoires qui permettent de voir ça. La première, vas-y, la première, eh bien, elle s'est passée au tout début de l'arrivée de ChatGPT. À Lyon, il y avait des étudiants en handicapologie qui ont utilisé ChatGPT pour faire leur devoir. Donc, ils ont pris le devoir, ils l'ont mis dans ChatGPT, ils ont dit à l'IA, bah, fais-moi le devoir. Alors, ça, il y a 7 étudiants sur 14 qui l'ont fait. Alors, ils se sont fait un petit peu avoir, d'abord parce que, vas-y, Yves, parce que ChatGPT, d'abord, a donné le même exemple. Alors, ça, ils se sont fait un petit peu avoir là-dessus. C'était un exemple sur leur grand-mère, sur les problèmes d'handicapologie, hein. Et puis, deuxième chose, bah, vas-y, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire lors de leur examen? Et c'est sûr que s'ils ont fait faire leur devoir un petit peu comme ça, ils ne sont pas très compétents. Et pire encore, vas-y, eh bien, comment ils vont faire pour se faire embaucher demain? Alors ça, c'est une des façons d'utiliser l'IA. C'est une bonne façon si on veut se faire remplacer par l'IA et que l'IA fasse à peu près n'importe quoi. Mais j'aimerais vous présenter un autre exemple d'usage de l'IA qui me semble plus important parce qu'on a tous en tête l'utilisation d'un moteur de recherche et on se dit, bah, tiens, je pose une question et j'ai une réponse. La méthode Feynman, alors vous connaissez peut-être Feynman, de Richard Feynman, prix Nobel de physique, mais surtout c'était un excellent, vraiment un excellent pédagogue. Et du coup, eh bien, il disait, lui, que... non, pas tout de suite, pas si vite, je ferai un signe. Il disait, ben voilà, on comprend bien quelque chose quand on est capable de l'expliquer à un enfant de 12 ans. Donc, imaginez maintenant que vous avez une IA. Alors, si vous n'avez jamais utilisé ça, ça ressemble à une barre d'un moteur de recherche, c'est ce qu'on appelle le prompt. On pose une question, sauf qu'au lieu d'avoir simplement des sites en retour, eh bien, on va avoir quelque chose d'assez structuré. Alors, imaginez maintenant, vas-y, eh bien, que l'on dise à l'IA, maintenant, tu es un enfant de 12 ans, je vais t'expliquer mon cours sur le sujet, par exemple, et dis-moi ce que tu comprends et dis-moi ce que tu ne comprends pas. Et là, on va avoir quelque chose de beaucoup plus intelligent parce qu'au lieu que l'IA fasse le travail à notre place, elle va nous permettre de monter en compétences.
Donc la première chose, peut-être le premier message important, c'est que l'IA, ça peut servir à deux choses. Soit vous remplacer, il y a des craintes là-dessus, et les craintes sont justifiées si jamais, effectivement, on l'utilise n'importe comment, ou au contraire, elles nous permettent de gagner du temps, mais aussi de monter en compétences, de pouvoir être encore meilleur. Alors là, j'ai donné un exemple sur l'apprentissage, hein, on peut très bien faire ça. Moi, dans mes propres formations à distance, eh bien, j'ai créé une petite IA qui s'appelle Eliane, qui dit, bah voilà, raconte-moi le chapitre que tu viens de voir, et puis bah, je vais te donner des points si tu as compris. Si je ne comprends pas, tu vas me réexpliquer et je te redonne des points si j'ai compris. Et puis après, bah, vous avez même le professeur mentor qui dit, oui, c'est bien expliqué, mais c'est pas tout à fait juste. Je retire 5 points, mais sur telle chose ou telle chose, il réexplique. Et puis après, bah, on peut faire les choses. On peut arriver si jamais tu arrives à redonner la formation qui sera compréhensible par le gamin de 12 ans, Eliane, et par moi, professeur mentor, eh bien, ça va me permettre de te redonner des points. Ce petit jeu-là, eh bien, ça change un petit peu de nos habituels questionnaires. C'est beaucoup plus fun, mais surtout, je me rends compte que même ceux qui n'avaient pas bien compris le chapitre avant, eh bien, comme j'ai formé à l'IA à mon propre chapitre, évidemment, eh bien, ça me permet de faire monter en compétences. Et en général, j'ai même plus besoin de regarder combien ils ont de points, parce que en général, quand ils ont fini ce petit dialogue avec l'IA, eh bien, ils sont montés en compétences et ils ont bien compris le chapitre. Ils se sont surtout appropriés. C'est ça qui est important. La deuxième chose que j'aimerais vous présenter, c'est bien, mais ça c'est pour les apprenants, alors vas-y, y va. Et c'est quoi la place du formateur? Est-ce que l'IA va remplacer les formateurs? Enfin, alors si vous avez bien compris mon premier discours, effectivement, là on va faire en sorte que non, on ne va pas être remplacé. Mais il y a une chose qui me semble très importante, c'est que au départ, eh bien, le formateur il est là pour poser les questions et la personne qui utilise l'IA est là pour poser les questions. C'est pas à l'IA de choisir les questions, c'est à vous de choisir les questions. Mais il y a une chose extrêmement importante, c'est que la plupart des gens pensent que l'IA, c'est parce qu'il y a une petite barre comme les moteurs de recherche, c'est comme un moteur de recherche. La plus grande révolution qu'il y a eu dans l'intelligence artificielle n'est pas l'innovation technologique, c'est une innovation d'usage. C'est qu'on a transformé une IA qui était là pour faire des questions et puis prédire la prochaine réponse en une IA conversationnelle. Alors vas-y. Et là, en fait, dans l'IA, eh bien, on n'est pas du tout là pour simplement poser la question et puis après, hop, on est parti, on lui a fait faire, je sais pas moi, un document de cours, etc. Et puis c'est fini. Non, on est là pour converser ensemble. Cette partie centrale, celle où on discute, eh bien, c'est ce qu'on appelle les intelligences artificielles conversationnelles. Et effectivement, elles sont particulièrement importantes parce que c'est là où on va dire, non, c'est pas exactement ça que je veux, mais c'est ça, etc. Et on va converger au fur et à mesure. Donc, déjà, un petit tips, si vous utilisez, y compris pour la première fois, ou même si vous êtes déjà un petit peu habitué là-dessus, allez sur ChatGPT, sur Perplexity ou sur d'autres auxquels vous pouvez accéder gratuitement. Et vous allez faire deux choses pour avoir des meilleures réponses de l'IA. Parce que vous pouvez avoir des mauvaises réponses si vous posez les mauvaises questions. La première, c'est que vous allez donner un rôle. Donc, si vous posez une question dans votre domaine, que vous faites des formations sur, je sais pas moi, la plantation des artichauts au Tibet, eh bien, vous allez dire à l'IA qu'elle est déjà spécialiste de la plantation des artichauts au Tibet. Et si vous voulez au contraire eh bien, vérifier vos connaissances, dites-lui plutôt que c'est un enfant de 12 ans, comme on l'a vu. Donc on va lui donner un rôle. Et après, surtout, eh bien, on va discuter avec l'IA et on va discuter plusieurs fois. C'est-à-dire qu'en fait, on ne s'arrête pas à la réponse. On dit, voilà, dans la réponse, ça me va bien, mais ça, c'est pas exactement ce que je voulais parce que là, la réponse est un petit peu trop générique. Moi, j'ai tel cas de figure, etc. Et cette conversation-là, on va se dire, bah oui, mais finalement, ça va nous prendre du temps. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous allez avoir à votre disposition non pas un remplaçant, mais un excellent conseil, un excellent assistant qui a lu la plupart des bouquins du monde, un certain nombre de rapports, les meilleurs sites web, etc. Et comme les assistants, bah, il peut se tromper de temps en temps, hein, bien sûr, mais il va vous faire gagner un temps énorme. Et donc, en fait, vous allez pouvoir diviser vraiment votre temps. On va voir après, évidemment, qu'est-ce qu'on va faire ce temps. Donc, cette partie-là, attends pas encore, tout à fait, pas tout de suite. Voilà. Et cette partie-là, elle va être fondamentale parce que c'est celle qui va nous permettre d'avoir une qualité. Donc, c'est une partie où on est présent aussi. On n'attend pas simplement la réponse et c'est fini. C'est une partie où on va converser. Moi, ça m'est arrivé des fois d'avoir des conversations de 2 heures avec l'IA et à la fin, eh bien, ça m'a fait gagner 2 jours de travail. Donc, vous pouvez tout à fait passer 2 heures et puis dire non, c'est pas exactement ça que je veux aller là. On peut avoir des choses d'ailleurs très, très pointues pour arriver à ce que l'IA nous sorte le meilleur de ce qu'on peut connaître dans le monde sur tel domaine, par exemple. Et puis, bah, après, vous allez gagner du temps. Et puis, troisième chose, eh bien, le résultat de l'IA, c'est le résultat de votre assistant, un peu comme assistant. Alors, vas-y. Et comme un assistant, eh bien, on va pas simplement imaginer que vous ayez votre assistant qui vous fait, vous lui demandez de faire un programme de cours, par exemple.
eh bien, vous n'allez peut-être pas le publier simplement sans y jeter un coup d'œil quand même et éventuellement faire les modifications que vous voulez. Donc, le choix final, c'est également à l'humain. Donc, la place de l'humain et du formateur lorsqu'il va utiliser IA, c'est en amont pour poser des questions. Lorsque l'IA travaille, eh bien oui, on va continuer, on va lui dire c'est ça que je veux, etc. Donc pendant, on va converser, et après, eh bien c'est à nous de faire le choix final, c'est pas à l'IA, puisque même si on n'est pas parfait, je préfère que ce soit les humains qui décident de ce qu'on va faire plutôt que simplement une IA qui n'aura peut-être pas d'ailleurs tout le contexte que vous avez, parce que justement, même si, plus vous allez avoir une compétence dans un domaine particulier, plus vous allez pouvoir avoir des bonnes réponses de l'IA, bien sûr, parce que vous connaissez le contexte. Mais c'est à vous de dire, bah oui, non, c'est pas exactement ça que je cherche, ou là, il y a telle chose, etc. Donc ça, c'est pour le formateur. Mais alors, prenons maintenant la troisième cas de figure, et on va parler du décideur. Alors, vas-y. Et là, en fait, comment on va gagner du temps enfin, qu'est-ce qu'on va faire de ce temps gagné? Et ça, là, j'aimerais vous présenter les travaux de Ulanovic. Alors, Ulanovic, c'est un spécialiste qui s'intéressait à l'optimisation. Hein, ça ne suffit pas pour tout le monde. Alors, attends bien, Yves, là, que je te donne à chaque fois le contact, le point. Non, mais c'est bon, là, tu peux le mettre celui-là. Donc, on va voir que on pense toujours, ben, on va gagner du temps, on va pouvoir en faire plus, et puis du coup, on va faire toujours plus. Alors, ça tombe bien parce que comme ça, on a plein de burn-out un peu partout dans toutes les sociétés. Mais on va voir qu'on peut faire quelque chose de beaucoup plus important. Déjà, petit tips, imaginez, je vais faire un petit spoiler, mais imaginez que vous ayez plein de temps, plein d'optimisation et que grâce à ça, eh bien, vous fassiez des choses que vous pouvez. Alors, est-ce que vous avez des choses vraiment qui sont urgentes? Oui. Est-ce que vous avez des choses importantes? Oui. Et plus vous allez faire de choses, eh bien, plus les choses urgentes vont arriver aussi. Et à la fin, eh bien, plus personne ne fait les choses importantes. Donc, peut-être qu'on va pouvoir gagner du temps pour faire les choses importantes. Alors, je vais reprendre ma petite histoire de Lanovic. Et pour ça, eh bien, c'est un spécialiste de l'agriculture, mais qui a trouvé quelque chose qu'on a mis en place dans l'économie, la finance, dans l'organisation d'entreprise, quelque chose d'extrêmement intéressant. Alors, imaginez que je veuille faire un champ de blé. Alors, vas-y, Yves. Voilà, je vais faire un champ de blé et je voudrais l'optimiser. Alors, pour ça, eh bien, je vais essayer de choisir le meilleur des grains de blé, évidemment. Donc, je prends l'IA, je prends des énarques, je prends qui vous voulez et je vais prendre le meilleur des meilleurs des meilleurs des grains de blé. Alors, imaginez que, ben voilà, je suis pas stupide, je vais prendre que ce meilleur-là et je plante que ce meilleur-là. Et imaginez que justement, eh bien, il y a un parasite pour ce grain de blé, ce type de grain de blé-là. La durabilité, vas-y Yves, la durabilité va être égale à zéro. Puisque en fait, elle va s'effondrer. À l'inverse, si je présente plein de grains de blé dans tous les sens, eh bien, il va se passer un truc, c'est qu'ils arriveront même plus à se croiser et la durabilité de mon système est égale à zéro. Alors, ce qu'a trouvé Ulanovic, c'est une courbe de ce type-là. Vas-y, Yves. Voilà. Et cette courbe, eh bien, on voit qu'il y a un maximum de viabilité à peu près, alors excusez-moi du terme, mais à peu près à 2 tiers de bordel et un tiers d'ordre. Et effectivement, c'est là où on a l'optimum. Notre objectif, c'est pas simplement d'optimiser, puisque en fait, bien sûr, on pourrait optimiser toujours plus. Mais en fait, si on a optimisé, si on a une culture d'optimisation, c'est dû à un gars au XVIIIe siècle qui disait, ben voilà, il faudrait s'optimiser un petit peu plus parce qu'on n'a pas de quoi faire manger tout le monde. Et ce gars, il s'appelait Adam Smith et il a trouvé une méthode d'optimisation géniale qui s'appelle l'économie. Et il disait en gros, au début du XXe siècle, allez, moi je vous le fais en gros, on va travailler 4-5 heures par semaine et le reste du temps, eh bien, on va faire la société non plus économique, mais la société philosophique. Bon, ça ne vous a pas échappé que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé, puisque en fait, on n'a pas multiplié par 2 la productivité, on était vraiment sur la droite de la courbe, mais on l'a multiplié par 10. Donc, on a commencé à dépasser la fenêtre de viabilité. Et puis, entre le début du XXe siècle et le début du XXIe siècle, on a remultiplié par 10 la productivité par personne, avec les ordinateurs et tout ça. Et donc, eh bien, on est arrivé carrément à gauche. Et aujourd'hui, eh bien, oui, on a toujours de la pauvreté, oui, on n'a toujours pas résolu un certain nombre de problèmes. Donc, du coup, ça veut dire que oui, bien sûr, il faut garder toute notre efficacité ou notre efficience, c'est-à-dire de faire les bonnes choses, mais on a aussi intérêt à des fois à multiplier les cas parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer et donc d'avoir plus de résilience. Un autre gars qui s'appelle Olivier Hamon a sorti un livre, vas-y, Yves, qui explique que finalement on s'est un peu trompé parce qu'on a cru que le progrès s'était optimisé. Et effectivement, au début du XVIIIe siècle, on était à droite de la courbe et que le progrès c'est d'être durable. Durable dans le sens où résilient, robuste, parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Donc dedans, dans mon organisme de formation, dans le monde du marché, dans le marché, etc., il y a des choses qui sont prévisibles, je vais les optimiser,
c'est très très bien, je vais pousser vers la gauche. Et puis il y a des choses qui sont imprévisibles, et là, eh bien, j'ai intérêt à essayer plusieurs choses, à avoir une diversité. Donc ça veut dire que le temps que l'on va gagner avec l'IA, eh bien, l'objectif, il est pas simplement d'optimiser toujours plus et de rentrer dans ce qu'on appelle la rat race, la course des rats, mais au contraire, eh bien, de peut-être prendre le temps de faire les choses importantes, prendre le temps d'imaginer votre organisme de formation de demain. Et donc, moi, ce que je vous souhaite maintenant, eh bien, c'est de pouvoir gagner du temps grâce à l'IA, commencer à pratiquer dès maintenant, même avec les outils gratuits, vous allez voir, on peut gagner déjà beaucoup de temps. Et puis, ben, grâce à ça, eh bien, pas simplement d'en faire toujours plus, mais à la fois de le faire mieux, mais aussi eh bien, d'essayer de tester des choses nouvelles, de prendre le temps de faire les choses importantes, de vous former aux nouvelles choses, etc. Bref, de garder ce temps que vous gagnez pour arriver à ce que votre société, eh bien, elle puisse être plus durable, plus robuste, plus résistante par rapport à demain. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette partie-là. Merci Jean-Michel. On va peut-être voir, est-ce qu'il y a des questions qui ont été posées dans le chat ou dans le module de questions-réponses, Christophe? Alors, pas de questions pour le moment, mais n'hésitez pas surtout à intervenir et poser des questions, des remarques dans le chat. On reviendra un petit peu plus tard. N'hésitez Merci. pas, oui, si vous avez même des remarques ou même des expériences que vous avez faites qui vous ont fait gagner du temps avec l'IA ou des insultes. Enfin bref, vous pouvez tout mettre dans le chat. Bon, peut-être pas trop des insultes quand même. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Surtout, ben, il y a certains d'entre vous ont déjà testé l'IA. Donc vous pouvez voir un petit peu justement comment vous avez utilisé plutôt la première méthode ou plutôt la deuxième méthode pour vous améliorer plutôt que vous remplacer. Et puis, ben, pour ceux qui n'ont jamais testé, ben, vous avez toutes les billes maintenant pour pouvoir commencer dans les meilleures conditions. Jean-Michel, Kenny ou Stéphane, peut-être une remarque, des réactions par rapport à ce que vient de nous exposer Jean-Michel. Si vous voulez ouvrir un peu le débat entre vous. Effectivement, on pourrait démarrer, à moins que Kenny veuille faire une remarque. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que dit Jean-Michel, c'est à la fois qu'on va gagner du temps et les gens se disent avec le vieux rêve, c'est si on gagne du temps, on va pouvoir être mieux. Parce que le temps, on va le faire à des belles choses, à de la philosophie, à de la connaissance et de la culture. Et la réalité, c'est qu'en fait, on court derrière, un peu comme les rats, comme tu disais, et donc on réinvente la société. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'IA donne des opportunités, mais il faut penser l'IA en se disant qu'est-ce que je veux faire. Et souvent, c'est perçu comme ça marche comment la technologie, et donc quel est le potentiel de la technologie, alors que la réalité, c'est du social. C'est quel type de société je veux faire avec ça. Et là, c'est philosophique et tout le monde doit donner son avis parce que tout le monde va être impacté par l'IA, que ce soit les chatbots avec les agents conversationnels, avec les LLM, mais aussi toute la gestion des big data où il y a tout un travail effectivement un peu différent et très complémentaire à ce qui se dessine, mais quelle société on veut. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont un peu sidérés. C'est-à-dire qu'ils se disent, waouh, il y a encore un truc génial qui vient de sortir, et chaque fois, mais cette sidération empêche de penser. Et ce que j'aime dans ce que tu disais, Jean-Michel, c'est qu'à un moment, il faut se poser et se dire, qu'est-ce qu'on veut faire tous ensemble? Oui. Alors, c'est bien parce qu'on a déjà vécu quelque chose comme ça avec l'arrivée du numérique. Je ne sais pas si avant vous travailliez à la main, vous voyez qu'on travaille quand même beaucoup plus vite. Sauf que l'arrivée de l'ordinateur, ça a mis 15 ans pour arriver. Donc, on a gagné, on a fait des gains de productivité, mais petit à petit, on ne l'a pas vu. Puis, pareil avec le web, on a gagné du temps parce que vous avez pu vous renseigner, pouvoir faire votre promotion également sur le web. C'est bien, mais ça a mis 10 ans. Là, eh ben, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Et d'ailleurs, en fait, la bonne nouvelle, c'est que si vous passez quelques semaines, simplement en pratiquant et avec les quelques bonnes pratiques toutes simples, eh bien, vous pouvez gagner beaucoup de temps tout de suite, pas simplement en 10 ans, pas simplement en 15 ans, mais tout de suite. Et du coup, ben, comme ce temps-là, on le voit, on a une petite chance de ne pas le perdre juste en refaisant les mêmes choses que d'habitude, c'est-à-dire en faisant toujours plus. Au passage, ceux qui travaillent avec le service public, eh bien, ça ne s'appelle pas adaptabilité, ça ne s'appelle pas robustesse, comme le dit Olivier Hamon, ça s'appelle la mutabilité. Ça fait partie des 4 piliers en fait, du service public. Déjà au 19e siècle, ils avaient compris que l'importance du service public, ce n'était pas d'en faire toujours plus, c'était d'être mutable, c'est-à-dire d'être capable de s'adapter aux besoins nouveaux. Et Dieu sait s'il y en a, parce qu'on a eu des petits changements, hein, comme un confinement mondial, comme la guerre en Ukraine, comme l'arrivée de l'IA, etc. Et donc, à vous de mieux vous adapter et de prendre le temps de ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on l'a. Merci. Alors, juste, je rebondis parce que un Oui. témoignage modeste personnel, c'est d'avoir vécu la transformation numérique comme étant une opportunité
on doit voilà, pouvoir libérer du temps et qui nous a souvent mis sous pression, en fait, en accélérant les interactions et l'immédiateté. Et depuis que j'utilise un agent conversationnel, euh, alors, pas aussi bien que ce que tu l'as décrit, Jean-Michel, donc j'ai pris des notes, mais néanmoins, c'est un véritable assistant, je l'utilise tous les jours, et ce que je constate, c'est que j'ai une charge mentale qui s'est allégée. Et c'est Ouais. vraiment, pour moi en tout cas, au travers de mes activités, c'est ce que j'ai vécu. Oui, oui, tout à fait. Et ça, c'est particulièrement important, justement, cette charge mentale. En fait, on voit que soit on se fait remplacer et en plus on fait un burn-out, c'est quand même pas forcément le scénario le plus agréable, soit au contraire, on peut prendre le temps tout en s'améliorant, parce qu'on peut se former. D'ailleurs, c'est intéressant, hein, Arnaud, là, dans le question-réponse, dit, bah tiens, finalement, il y a le paradoxe je vends, donc plus on en fait, plus la demande des exigences augmente. Mm. Eh bien, si on faisait un petit stop et on se disait, mais ouais, mais finalement, la demande, elle augmente, mais sur quoi? Bah, la demande, elle va changer demain. Donc peut-être, bah, c'est bien de prendre le temps, d'explorer des nouvelles choses. Ah, on n'a jamais le temps. Bah, tant mieux, on a cette fois un petit peu de temps aussi. Et puis Julie qui dit aussi, la fille d'une amie utilise ChatGPT pour réviser ses cours. Elle enregistrait ses cours dans l'appli qui lui pose alors des questions. Bah voilà, elle fait exactement la méthode Feynman. Donc bravo Julie, si vous avez des ados à la maison, faites-leur faire ça. Et puis si vous avez des apprenants, ça peut vous arriver peut-être, eh bien faites-leur faire ça. C'est-à-dire que donnez vos cours à l'IA et puis dites à l'IA, maintenant, bah, voilà, je vais vous poser des questions, ou alors encore mieux que l'IA vous pose des questions, mais demandez à vos apprenants d'expliquer à l'IA vos cours. Et ça, c'est d'une puissance absolument fabuleuse. Donc bravo Julie. Il y a une remarque aussi dans le chat au sujet des IA payantes et gratuites. Et une question qui dit, est-ce qu'une IA payante est plus fiable qu'une IA gratuite? Alors, en gros, non. Enfin, il y a des petites différences, surtout sur certaines choses. Par exemple, là, OpenAI, qui fait ChatGPT, a sorti une IA qui travaille bien sur les mathématiques et donc qui est capable de faire du raisonnement. Mais on voit qu'il n'y a pas de grande différence. La différence, c'est que vous avez, dans une IA, là, je disais, on pose des questions, on met du texte, et puis la IA nous donne du texte. Imaginez qu'au lieu de donner du texte, vous donniez un PDF, un fichier Excel ou d'autres choses. Alors ça, c'est bien parce qu'on peut le faire gratuitement, mais avec une limite à peu près, en gros, à une dizaine de prompts, donc de questions qu'on pose à l'IA, toutes les 3 heures. Et si vous payez, eh bien, vous en pouvez plus. Donc, si je prends l'exemple de ChatGPT, ils ont été assez malins d'ailleurs, parce qu'avant, il y avait des trucs en plus pour beaucoup mieux pour les payants et beaucoup moins bien pour les gratuits. Et maintenant, eh bien, vous avez presque la même chose, pratiquement, hein. La seule différence, c'est que lorsque vous avez dépassé vos 10 questions à l'IA, eh bien, dans les 3 heures, eh bien, vous retombez à une IA où vous pouvez plus vous connecter à Internet, où vous pouvez plus mettre des PDF, des Excel, etc. Et donc, vous, évidemment, c'est un peu frustrant. Et depuis qu'ils ont donné tout gratuit, eh bien, ils en vendent beaucoup plus. Voilà, comme quoi c'était malin. Mais ça veut dire que si vous êtes assez malin, eh bien, vous pouvez tout à fait réserver vos questions particulières parce que vous avez un PDF à mettre en entrée, parce que vous voulez résumer, lui poser des questions, etc. Ou même une vidéo, etc. Eh bien, faites-le en début. Et puis après, il y a malgré tout, vous allez voir que même sur la version mini, comme on l'appelle, hein, eh bien, ça marche plutôt très, très, très bien. Donc, il n'y a pas de problème. La grande différence, c'est la connexion à Internet et la possibilité d'utiliser autre chose que du texte, donc des PDF, des fichiers, des vidéos, de l'audio, etc. Merci Jean-Michel, et Stéphane et Kenny pour ces réactions. Nous allons passer aux intervenants suivants, donc Kenny Bertunazzi et Jean-Michel Chauveau de la structure STEP. Je vais laisser se présenter et introduire donc leurs propos. C'est à vous. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on va réaliser la présentation à deux voix. Moi, pour le contexte, et mon collègue Jean-Michel Chauveau, ingénieur pédagogique, pour la présentation des modules d'IA. Alors, c'est assez singulier parce que STEP, c'est une entreprise d'insertion qui existe depuis plus de 20 ans sur la Technopole Héliopart, à Pau. On est plus de 52 personnes. Euh, on propose des parcours d'insertion un peu singuliers puisqu'on s'est appuyé sur les métiers du numérique, la numérisation, le traitement de données, ce genre de choses, même si on a beaucoup diversifié. On peut voir d'ailleurs sur l'autre diapositive, pardon, on peut voir sur l'autre diapositive les différentes activités sur lesquelles on œuvre. Voilà, des activités qui nous permettent de mettre en situation de production des personnes qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Euh, un des principaux freins rencontrés par les personnes qui éprouvent ces difficultés particulières,
c'est le manque de qualification. Donc, en 2016, j'ai croisé la route de la Grande École du numérique. La Grande École du numérique, c'est un dispositif interministériel qui est né du postulat que la formation initiale ne suffirait pas à former suffisamment de gens sur le domaine du numérique tel qu'attendu par les organisations, et qu'il y avait là une opportunité pour apporter de la diversité et amener sur ces métiers des profils très différents grâce à la mise en œuvre de pédagogie particulière, notamment de pédagogie active. Donc, on a décidé de porter sur le territoire cette dynamique, et on a lancé en 2018 notre première promotion de développeurs web Bac+2. Et aujourd'hui, on forme une centaine d'apprenants du bac au Bac+5 par an. Alors, ces pédagogies, elles permettent d'ouvrir très largement et de pouvoir s'adresser à des personnes sans prérequis, mais c'est un chemin qui est effectivement souvent semé d'embûches, notamment pour les premiers niveaux de qualification, où les statistiques nationales, d'ailleurs, montrent que dans le dispositif de formation des adultes éloignés de l'emploi, souvent sans qualification, le taux de décrochage peut atteindre 50% selon les contextes. Et donc, c'est des obstacles qui sont souvent les causes de décrochage prématuré. À la sortie de la période Covid, où nous avions mis en œuvre des modalités d'enseignement en distanciel et où nous avions perçu ces fragilités, on a souhaité pouvoir prévenir ce décrochage en développant un module d'intelligence artificielle qu'on imaginait se connecter à l'ensemble des outils utilisés par nos étudiants, des outils de communication, des outils plutôt professionnels, des outils de type plateforme d'enseignement. Et en fait, donc, on a débarré d'abord dans cette voie et on s'est vite aperçu que d'abord, c'était difficile de pouvoir s'interfacer avec tous les outils. Et puis surtout, qu'on n'arrivait pas à générer suffisamment de données, ces fameuses data, qui permettent d'entraîner efficacement une intelligence artificielle. On a donc changé notre approche en développant une plateforme qui serait capable de collecter l'ensemble des interactions avec les apprenants. Alors, c'est l'évolution et de pouvoir donc de pouvoir les suivre tout au long de les accompagner tout au long de leur parcours pédagogique. Et cette plateforme, c'est l'évolution de ce qu'on appelle les Learning Management Systems, les LMS, un qui est très connu, Moodle, vers une plateforme beaucoup plus interactive de type Learning Experience Platform, les LXP. Voilà. Donc, on a souhaité développer ça plutôt pour notre besoin, et puis on s'est vite aperçu que les partenaires qui nous accompagnaient dans le cadre de ce développement ont vu là une opportunité pour pouvoir proposer une telle plateforme à d'autres organisations. Donc aujourd'hui, on a une plateforme que l'on fait évoluer de manière à pouvoir lui permettre de passer à l'échelle et de pouvoir la proposer dans quelques mois à d'autres organismes qui souhaiteraient pouvoir l'utiliser. Et sachant que l'idée, donc la plateforme en elle-même est une évolution, mais c'est surtout les modules que nous allons y associer. Alors, je dis bien les modules, parce qu'il y en a plusieurs. Il n'y a pas un module magique d'intelligence artificielle qui permettrait de répondre à tous les besoins. C'est un ensemble d'outils qui le permettra. Donc, notre ambition avec cette plateforme, c'est de rendre l'apprentissage plus personnalisé, plus engageant pour chaque apprenant, d'être en mesure d'accompagner de manière plus fine et d'identifier, bien sûr, les signes de décrochage et de pouvoir agir plus rapidement pour prévenir ces abandons. Alors, la chance que l'on a pour porter un tel projet, c'est qu'on a des activités de production de type informatique. On a une activité de service informatique et on a de l'ingénierie pédagogique avec notre organisme de formation. Et donc, c'est le croisement de ces deux compétences qui sont des mondes qui n'ont pas, qui ne parlent pas naturellement ensemble. Et comme on les a au sein de notre organisation, qui ont pu échanger et construire ce projet.
voilà, et grâce au soutien notamment de la région Nouvelle-Aquitaine. Je propose de laisser la parole à Jean-Michel, qui va notre responsable pédagogique, qui va vous présenter en détail les modules. Et je ne sais pas s'il y a une slide avec les différents modules qui sont, voilà. Donc, moi, je voudrais revenir effectivement sur sur les objectifs effectivement de l'outil, hein, tels qu'ils ont été définis au départ. Donc, à la sortie effectivement de cette période de Covid, on s'est rendu compte effectivement de la fragilité de certains des étudiants que nous pouvions avoir. Donc, avec l'idée effectivement d'améliorer le suivi, l'accompagnement, de remonter des alertes auprès des formateurs pour éviter les ruptures de parcours et améliorer le suivi et l'accompagnement. Sur ces trois objectifs initiaux, s'en sont rajoutés deux qui sont issus des réflexions et du travail qu'on a pu mener avec le studio et les équipes. C'est déjà de faciliter la conception pédagogique. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément imaginé au départ, mais qui s'est avéré prépondérant, c'est-à-dire de se dire qu'un outil comme ça, il doit aussi répondre aux besoins des formateurs pour répondre aux besoins des bénéficiaires. Et puis, bien évidemment, ça, c'était l'un des avantages du LXP, favoriser l'engagement et la motivation, notamment en démultipliant les interactions. Alors, c'est un projet de longue haleine hein, qui a été commencé il y a maintenant plus de 2 ans. Quand on parle d'intelligence artificielle, en fait, il faudrait mettre tout ça au pluriel. En fait, ce sont des intelligences artificielles. Il n'y a pas de solution miracle ou de choses clés en main. On ne se dit pas demain, on va lancer un produit où l'IA va tout faire. En fait, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est un travail de très longue haleine et très méticuleux qui demande en fait d'imaginer tous les cas d'usage et plein de solutions et de mettre en face en fait différents types d'intelligence artificielle qui vont répondre à différents types de besoins. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste en intelligence artificielle, hein, mais par exemple, on va trouver 4 grands types, des IA génératives, des IA qu'on appelle adaptatives, des systèmes experts et des techniques de traitement du langage naturel. Dans le cas, par exemple, du module de progression automatisée, donc l'idée, c'est que en fait, l'IA analyse les informations des apprenants afin de personnaliser les parcours de formation en fonction des progrès et des capacités des personnes. Donc là, dans ce cas-là, c'est une IA qui va être adaptative et qui va ajuster le contenu de manière individualisée. Sur l'approche par compétences, l'idée, c'est d'automatiser l'extraction de compétences à partir d'un référentiel et d'associer les différentes activités pédagogiques des formateurs. Donc, en fait, on va extraire de la donnée et modéliser de la connaissance. Dans le cadre du chatbot intelligent, on est sur du traitement du langage naturel. Donc là, on commence à connaître. L'idée, c'est d'avoir un agent conversationnel qui puisse effectivement garder le contact régulier avec les étudiants. Un système expert donc en capacité à remonter les alertes. Hein. On s'est beaucoup appuyé notamment sur tous les travaux d'ingénierie tutorale. Donc pas mal de travaux de recherche qui nous ont servi là-dessus. C'est quelque chose d'extrêmement complexe qui demande effectivement de la data, d'aller chercher des variables, des indicateurs pour remonter effectivement ces alertes et aider effectivement les formateurs à mettre en place des remédiations ciblées en fonction de ce qui peut être relevé. Un module d'aide automatisé, donc ça c'est parti effectivement du constat. Alors c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, hein, mais sur lequel l'IA est peut-être un grand apport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on a des étudiants, par exemple, qui peuvent avoir besoin d'aide, mais qui ne les demandent pas, ou à contrario, des étudiants qui n'ont pas besoin d'aide et qui, par contre, s'en servent systématiquement. Donc là, l'IA va venir aider justement à étalonner et proposer les bonnes quantités d'aide en fonction des besoins. On a un module qui est un scénario en branchement, partie du constat effectivement que chaque apprenant avait ses propres chemins hein, et que voilà, ça pouvait être difficile des fois pour les formateurs de concevoir plusieurs chemins pédagogiques.
Donc là, l'idée, c'est de pouvoir, dans ce module, faire en sorte que l'enseignant puisse avoir un appui à la conception de ces formations et puisse proposer différentes approches pour arriver à ces objectifs d'apprentissage. Un module concernant les rétroactions et les feedbacks automatisés. Donc là, l'IA va générer des feedbacks en temps réel, hein, et proposer des ressources et des conseils, soit pour aller plus loin, soit ce sont des remédiations qui sont automatisées. Un système de récompense par badge, donc là qui fait appel à effectivement des outils de la recherche sur tout ce qui est gamification et renforcement. Un système expert de conception de contenu, donc avec de la génération de séquences pédagogiques et la proposition de ressources. Et enfin, quelque chose d'assez similaire sur la conception d'évaluation. Donc en fait, quand on parle d'IA dans ces outils, en fait, ce sont différents types d'IA qui répondent en fait à un ensemble comment dire, de problématiques ou en tout cas d'items qui correspondent en fait aux préoccupations du formateur et de l'enseignant en formation. Et en fait, ces différents types d'IA vont venir épauler et vont venir appuyer celui qui est quand même au centre du jeu, ceux qui sont au centre du jeu, c'est-à-dire à la fois les bénéficiaires, les apprenants, et aussi les personnes qui sont derrière et qui proposent et qui gardent la main sur la dimension pédagogique et les choix pédagogiques. Il y avait des questions, pardon Jean-Michel, sur la techno. J'ai cru voir passer ça. Alors, donc c'est développé bien sûr en méthode agile. Je passe sur le détail sur l'interface. L'idée c'était d'avoir de développer à l'état de l'art avec une interface utilisateur front-end qui est développée en React et alors, pardon pour ceux qui ne sont pas accoutumés de la chose informatique, et en Tailwind Daisy. Et sur les services implémentés, on est sur du Node.js, microservices, voilà, de base de données relationnelles, PostgreSQL, voilà, ce genre de choses. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une architecture microservice qui permet d'apporter de la flexibilité, un élément qu'on a abordé tout à l'heure qui est le passage à l'échelle, donc la scalabilité, la résilience et voilà, d'avoir voilà, une technologie qui soit le plus pérenne possible. Pardon. Pardon, c'était juste pour apporter des compléments à la question que j'ai vue passer. Et, Jean-Michel, vous avez quelque chose à compléter ou à ajouter, ou on peut commencer à prendre des premières questions s'il y en a? On peut effectivement regarder s'il y a des questions. Alors, il y a quelques questions donc questions assez variées, hein, qui ont été remontées aux commentaires. Une des questions concernant la confidentialité des données, c'est voilà, un élément important aussi, avec des éléments en termes, donc quel type d'outil est le plus approprié, qui permet aussi, en tout cas, enfin, qui a cette confidentialité des données. Donc, il y a eu plusieurs réponses qui ont été apportées, hein, dans le chat, mais voilà, sur la question, en tout cas, de la protection des données. Oui, alors Peut-être que... Oui, allez-y. la protection des données et la sécurité en général sont des choses que l'on embarque. Alors on a cette dimension métier, développement, où on a une attention particulière à cette dimension sécurité que l'on transmet par ailleurs à nos apprenants. Donc c'est totalement intégré, et la dimension RGPD, bien entendu, en fait partie. De manière à pouvoir effectivement sécuriser au maximum ce type d'application. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est parti sur le développement d'une plateforme en propre LXP, parce que Moodle en lui-même aurait pu permettre, avec des aménagements particuliers, des développements particuliers, de pouvoir s'approcher de nos besoins, si ce n'est que
ben, c'est une plateforme qui est développée en PHP et qu'aujourd'hui, elle ne permet pas de pouvoir apporter les garanties suffisantes en termes de sécurité pour voilà, réaliser ces développements et surtout ces interactions entre les apprenants et l'enseignant. C'est pour ça qu'on reste dans un schéma très descendant sur ce type d'outils. Et donc, questions en tout cas qui ont été posées, c'est quelle est la technologie utilisée hein, pour votre LXP et également donc les outils d'intelligence artificielle utilisés dans votre, c'est pareil, votre plateforme. Alors donc j'ai évoqué rapidement parce que j'ai vu passer la question donc les outils utilisés pour les outils utilisés en interface utilisateur et tout ce qu'on appelle le back-end, les services implémentés. Donc je ne reviens pas dessus, mais on pourra transmettre de l'information si nécessaire. Et pour les IA, aujourd'hui, on est sur le pont pour identifier les bonnes technologies qui permettent de pouvoir répondre aux différentes fonctionnalités qu'abordait Jean-Michel. Certaines sont déjà identifiées et d'autres vont faire l'objet voilà, d'un travail plus approfondi dans les mois à venir, puisqu'on a l'ambition, c'est de pouvoir... alors, la plateforme LXP en elle-même, on la teste en interne, elle est déjà opérationnelle, mais de pouvoir implémenter les modules d'IA courant de l'année prochaine à, à la fin du premier semestre. Oui, juste une précision, une question qui est apportée. Hein. Bien sûr, ce webinaire est enregistré et donc le replay sera à disposition ainsi que les documents support. Voilà. J'aurais une question aussi, Jean-Michel ou Kenny. Donc, dans votre LXP, il y a un module de progression automatisé. Et savoir comment est-ce que les formateurs ont réagi par rapport à cette avancée, cette nouvelle manière de suivre les parcours des apprenants. Et puis pour faire le lien avec les propos de Jean-Michel Cornu du début, je suppose que un des bienfaits de ça, c'est que ça a permis aux formateurs de pouvoir gagner un peu de temps. Et comment ils ont réinvesti ce temps, comment ils se sont saisis de la chose? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le système, en fait, tel qu'il a été pensé, en fait, il y a un système de curseur, en fait. Hein. Donc, l'idée, c'est que le formateur qui a la manœuvre ait tout le temps la possibilité de choisir, en fait, le degré d'intervention de l'IA. Donc, il n'est pas question, comme le disait M. Cornu tout à l'heure, in fine, c'est le formateur qui va déterminer dans quelle mesure et dans quelle proportion l'IA intervient. Donc là, effectivement, il y a un contrôle qui est fait. Voilà, c'est des choses qui sont en train d'être développées. Et voilà, donc les réactions, elles sont pas, comment dire, elles ne sont pas, enfin, elles sont plutôt positives dans le sens où de toute façon, comment dire, dans les pédagogies qui sont abordées, en tout cas chez nous, enfin, on sait très bien que les étudiants, s'ils souhaitent approfondir, ils vont aller chercher eux-mêmes leurs ressources, ce genre de choses. Donc en fait, le système est prévu pour faire des propositions, soit pour aller plus loin sur des ressources ou sur des choses voilà, qui sont alternatives. Et, et, euh, et globalement, voilà, la réaction des formateurs, ça a été effectivement de se dire, ben, si effectivement la plateforme permet de faire des choses, ben, c'est effectivement des économies de temps et plus de temps effectivement pour me concentrer sur les remédiations et effectivement pour piloter des dispositifs, voilà, piloter des dispositifs et s'attacher voilà, aux personnes qui en ont le plus besoin, quoi. Donc, les réactions, en tout cas, il n'y a pas eu de réaction. On va me déposséder de mes choix pédagogiques.
Parce qu'à D'accord, aucun ouais. moment il a été question de laisser faire un système, de laisser faire un système. Euh, la- la- en- pour nous, c'était comment dire, la maîtrise du formateur, en tout cas de l'équipe pédagogique. Elle est toujours au centre, elle est au centre du système. Elle a toujours été pensée comme cela. C'est un outil qui vient faciliter la vie, qui vient apporter un plus et pas une contrainte ou limiter la créativité des équipes. Mais on est vraiment sur le formateur augmenté et pas remplacé. Oui, c'est ça. Après, on connaît toujours les freins qu'il peut y avoir, les freins au changement, les freins à l'évolution, des fois de la part de certaines équipes ou de certaines personnes, où ce genre d'innovation peut être plus ou moins bien vécu, bien accepté, et bien accueilli, et bien intégré. Voilà. Et C'était un peu aussi le sens ouais. de ma question pour voir comment est-ce que vous pouviez lever ces freins et est-ce que vous auriez des précisions, des choses à amener en disant, mais si jamais vous vouliez, pour des personnes qui voudraient amener ce genre d'outils dans leur structure, est-ce qu'il y aurait des recommandations? Est-ce que vous auriez des recommandations de par votre expérimentation, des choses à amener aux équipes pédagogiques pour vraiment les embarquer et embarquer tout le monde en même temps dans le même bateau et que tout le monde rame dans le même sens? Nous, on peut le partager d'autant plus facilement que ce sont les équipes pédagogiques qui ont pensé cet outil et qui l'ont souhaité. Avec la singularité que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de pouvoir s'adresser des publics peut-être, ce qui nous différencie en tant qu'organisme de formation, c'est cette ouverture avec des publics peut-être plus fragiles qu'habituellement on peut rencontrer habituellement. La période Covid a été aussi un accélérateur dans la mise en évidence des difficultés rencontrées par les premiers niveaux de qualification, encore une fois. Et c'est vraiment l'équipe pédagogique qui a souhaité pouvoir se doter d'outils qui puissent l'aider à mieux accompagner les apprenants, détecter certains signaux faibles et chemin faisant. Donc, à partir de cette base-là, ben, elle a imaginé et construit l'ensemble de la proposition que l'on a là. Donc, c'est une démarche qui est vraiment, c'est ce qui est intéressant dans le développement de l'outil. C'est pas le service informatique qui a pensé l'outil, c'est d'abord l'équipe pédagogique. Et l'équipe informatique, elle était là à disposition pour tenter de traduire au mieux le besoin. Merci. Je vois une question de François-Xavier Lachaise qui demande, dans votre expérimentation, quels sont les modules qui s'avèrent les plus utiles et du coup aussi lesquels seraient les moins utiles. Et est-ce qu'il y a des choses qui n'utilisent pas l'IA? Alors pour l'instant, on est quand même dans une démarche, on lance l'intégration dans notre école. On a une autre école qui souhaite expérimenter. Donc on est vraiment dans cette démarche itérative très importante entre le test et l'amélioration des fonctionnalités. Donc c'est des choses auxquelles on pourra répondre quand on aura cumulé un peu d'expérience. Donc voilà, il faut juste être encore un petit peu patient, quelques mois, avant de pouvoir avoir ces retours d'expérience-là. D'accord. Après, pour Et une compléter, deuxième question de oui. François-Xavier aussi, Alors qui pour dit, compte compléter, tenu du public et d'un possible manque d'agilité numérique, quels sont les indices d'une valeur ajoutée de l'IA dans votre expérimentation et quel accompagnement a été nécessaire auprès des publics? alors je vais déjà compléter la réponse pour la question de tout à l'heure. Tous les modules ne sont pas implantés en même temps. Il y a des modules qui sont plus simples on va dire, à mettre en œuvre, d'autres qui sont un peu plus complexes. Certains sont plus aboutis parce que voilà, on a commencé depuis un petit moment, notamment tout ce qui est système expert et générateur d'alerte, en fait, qui demande surtout de la donnée. C'est ce qui nous avait bloqué lorsqu'on avait lancé la première expérimentation.
Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait effectivement être mis en place relativement rapidement, comme un chatbot intelligent, un agent conversationnel. Ça, c'est quelque chose qui est relativement simple. Après, il y a des choses un peu plus complexes, notamment tout ce qui est module scénario en branchement, parce que ça demande effectivement une finesse dans l'approche pédagogique et ça demande effectivement, comment dire, un entraînement des modèles IA qui est complexe. Voilà. Donc, tous les modules ne seront pas déployés forcément en même temps. Certains sont plus ou moins avancés. Donc voilà. Après, pour répondre à la question, à la deuxième question, pour l'instant, on manque encore un peu, bien évidemment, de recul effectivement, pour imaginer quelle est la plus-value, effectivement, de l'IA. Nous, on est convaincus que effectivement les systèmes type LMS, type Moodle, même s'ils sont éprouvés, fonctionnels, on est convaincu que ce sont quand même des systèmes qui sont complexes à être utilisés, notamment par les apprenants les plus, on va dire, les plus en difficulté, hein, ou les plus éloignés. Voilà, donc cette idée effectivement de déployer un contenant, donc un LXP, qui permettent également de proposer plus d'activités, plus d'interactions. Et après, je dirais, au niveau de l'IA, je veux dire, l'expérimentation pourra effectivement voilà, nous montrer quelle est la plus-value. Quelle est la plus-value? C'est-à-dire que l'IA n'est pas juste effectivement quelque chose qui permet d'accélérer la production de contenu ou de quoi que ce soit. Les objectifs, ils restent pour nous importants, c'est-à-dire que ce qui compte pour nous, c'est de faire en sorte d'offrir un produit qui permette à des étudiants d'aller au bout de leur parcours, de ne pas décrocher, de maintenir la motivation. Donc c'est ça que l'on va chercher à évaluer, quoi. Voilà, avant tout. Merci. Stéphane, Jean-Michel, Cornu, l'autre, mais vous êtes deux Jean-Michel, Jean-Michel 1, Jean-Michel 2. Qui est le 1, qui est le 2? Une réaction, une remarque par rapport à cette expérimentation? Oui, justement, il y a une question qui a été posée sur la confidentialité des données. Et je suis en train de faire une réponse dans le chat, justement. C'est pour ça que j'étais un peu focalisé sur le chat. Mais voilà, je vais vous répondre directement sur le chat. Il y a des possibilités. Et évidemment, quand vous êtes sur un serveur d'une société privée, d'abord, vos données, elles peuvent se retrouver aux États-Unis. Et même si c'est Mistral, c'est en France. Et il y a une astuce qui consiste à les télécharger sur un serveur chez vous. C'est pas forcément aussi compliqué que ça pourrait le paraître. Donc, je vais vous donner des liens vers des choses qui permettent de le faire. Par contre, je vous conseille d'investir à ce moment dans un serveur avec plusieurs cartes graphiques parce que la petite astuce, c'est que les processeurs classiques en informatique sont adaptés à l'informatique et très mal à l'IA. Et il se trouve que les cartes graphiques, et encore mieux les processeurs neuronaux maintenant, mais qui sont tout juste en train d'arriver, eh bien, sont bien adaptés à faire de l'IA, puisque un processeur graphique, il travaille avec plein de petits processeurs sur l'image, et donc ça fait des réseaux de neurones, comme on les appelle. Donc, si jamais vous avez des données très confidentielles, je vous conseille de prendre un serveur en local. L'autre solution, c'est si vous avez des données confidentielles, mais que vous pouvez anonymiser, par exemple, hein, si ce n'est pas un programme de cours, mais si c'est par exemple des analyses d'apprenants, eh bien, vous pouvez anonymiser effectivement les choses. Et ça c'est un bon moyen aussi de pouvoir garder la confidentialité. Stéphane? Oui, ce que je trouve formidable dans l'exemple que vous avez montré, c'est à la fois de partir d'une plateforme, et on parle beaucoup de l'économie de la plateforme. Il faut qu'il y en ait qui agrègent des choses. Et donc, le fait de s'ouvrir aux autres, quelle que soit la façon de le faire, ça fait œuvre sociale. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et derrière, vous avez quelque chose d'essentiel, c'est d'avoir une stratégie sur la data. Et donc, on parle de big data, on parle de choses comme ça. D'abord, j'organise mes data de façon à ce qu'elles soient étiquetées, de façon à ce qu'elles soient lisibles s'il y en a besoin. Et donc, il faut avoir le volume nécessaire, quelle que soit la façon de travailler. Mais c'est surtout le fait de dire quelle est ma stratégie. On sait que dans les entreprises aujourd'hui, 32% simplement des data disponibles sont exploités. Autrement dit, il y a un tiers des data qui sont très mal exploités, mais il n'y en a qu'un tiers qui sont exploités.
Et donc, derrière, il y a une vraie réflexion à avoir. On dit que la data, ce sera l'or noir de demain, sans doute. Mais ça veut dire qu'effectivement, qu'est-ce que je fais avec ces data? Et on s'aperçoit qu'il faut avoir des stratégies. Alors, pas des stratégies qui soient définies par le responsable du numérique, mais des stratégies qui sont sociales. Parce que derrière, il y a une question de transparence, il y a une question aussi d'information. On donne beaucoup d'informations et on est capable, avec des bons algorithmes, de découvrir plein de choses extraordinaires que même l'individu ne connaît pas lui-même. Et donc, il faut refaire contrat social. Et donc, c'est l'occasion d'amener une discussion en se disant, cette data-là, dont il va falloir à un moment en faire quelque chose dans l'entreprise, ben, autant ouvrir la discussion et la maturité avec les partenaires sociaux quand il y en a, mais sinon avec les usagers tout simplement, de façon à dire qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Et c'est l'occasion de réduire aussi la peur de l'avenir, parce qu'il y a des vraies inquiétudes à avoir qui sont légitimes sur toutes ces données. Donc, comment est-ce qu'on peut ensemble être militant de ce qu'on veut faire et acteur surtout? C'est ça qui m'a plu dans ce que vous faites. Tu parlais de peur, Stéphane. Donc là, je vois une réaction, une remarque dans le chat de Marie Laniel qui dit l'IA m'intéresse autant qu'elle m'effraie. Comment en parler le plus simplement possible à mes stagiaires? Eh bien, la réponse est simple, en le faisant. Oui, effectivement. C'est marrant parce que j'allais justement répondre dans Très le vite, chat pardon. à la question, et c'est effectivement quelque chose où, en le pratiquant, on comprend mieux les capacités et les limites. On comprend aussi que c'est un très bon assistant, mais ce n'est qu'un assistant. Et donc les bons usages, etc. Et le vrai secret, c'est que bien sûr, comme tout outil, le premier homme qui a pris une branche, il a pu attraper des bananes avec, mais il a pu taper sur son copain avec, eh bien, c'est de savoir bien l'utiliser. Donc, je vous conseille de vous former au prompt pour vraiment arriver à pouvoir faire des bonnes choses et puis montrer. À ce moment-là, on voit tout de suite, quand on donne des exemples, eh bien, l'intérêt de ça. Mais comme toute technologie, oui, bien sûr, je trouve que c'est une bonne chose d'être un peu effrayé, parce qu'il faut être à la fois, enfin, souvent dans mes formations, les gens qui étaient très très positifs au départ se disent, ah oui, il y a quand même des défis à relever. Et puis les gens qui étaient très très négatifs disent, ah oui, mais il y a quand même pas mal d'opportunités. Et donc la question n'est pas est-ce que l'IA c'est bien ou c'est mal, c'est la question, c'est comment vous allez utiliser l'IA pour en sortir le meilleur. Ça, c'est la bonne question. Merci Jean-Michel. Stéphane, je te laisse la parole à ton tour. Eh bien, merci. Donc, effectivement, comme c'est marqué, donc, je suis président de l'AFEN, qui est l'association des responsables de formation. Je suis directeur aussi de Temna, qui travaille beaucoup sur tout ce qui est IA en formation, spécialisé sur ces domaines-là. Avec la possibilité d'ailleurs, parce que je vais démarrer cette semaine, on fait un dictionnaire des 20 mots de l'IA, de façon à vous donner une culture de l'IA pour tous ceux qui sont intéressés. Donc, c'est gratuit. Chaque semaine, on met un mot. C'est avec une définition un peu longue, quelque chose d'un peu nourri, de façon à vous faire réfléchir dessus. Et donc, n'hésitez pas, faites-vous plaisir pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Euh, dans, Quand on est sur l'IA, on a parlé de l'IA avec la data, la façon d'organiser les données. Les plateformes LMS sont des algorithmes qui sont utilisés depuis longtemps. La grosse nouveauté aujourd'hui, c'est l'agent conversationnel, ce que disait Jean-Michel très justement. Et donc, quand on a une nouveauté, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, soit rien, en se disant je vais laisser les autres faire, et puis derrière, s'il y a une possibilité de récupérer, on n'est pas à l'abri d'avoir des raccourcis, ce qui n'est pas bête, a priori, sauf que comme le monde est, on dit schumpeterien pour faire bien, donc je vous invite à répéter cette expression. Certains disent même rabelaisien parce que c'est plus large que Schumpeter, mais Schumpeter, dans sa destruction créatrice, dit finalement, au départ, on a un monde de la formation qui est installé, et puis finalement, on commence à avoir une innovation qui explose. Avant ChatGPT, c'était le métaverse avec l'immersivité, etc. Il fallait en être. Avant, c'est le podcasting, etc. Aujourd'hui, c'est l'IA. Demain, il y aura encore autre chose. Et on s'aperçoit que le monde se fendit. Donc, deux attitudes. Donc, soit on veut être ludite, et là, on n'a pas une attitude positive en disant, moi, je ne veux pas de ça. C'était mieux avant. Reste à définir ce qu'est le avant. Mais ça veut dire, soit on se dit, comment est-ce que je fais avec ça? Et là, il y a deux attitudes. La première attitude, c'est dire, premièrement, c'est génial. C'est extraordinaire au sens premier du terme. Ça sort de l'ordinaire. Et là, on dit waouh. Et en fait, on n'en fait rien, pour le dire clairement. Mais on est dans la sidération. Soit on commence à se dire, on commence à bidouiller, à dire, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Mais comme disait Jean-Michel, finalement, autant y aller. Comme ça, on s'approprie la chose et on devient acteur de son propre développement. Et on va voir, c'est même un peu plus important que ça. Et derrière, ça nous permet de faire pédagogie. Alors aujourd'hui, pour revenir pour faire un peu une synthèse sur les usages et sur les métiers, qu'est-ce que ça change pour de vrai?
hormis le fait d'avoir le plaisir de discuter de ces sujets-là, ce qui n'est pas inintéressant, loin s'en faut, ça me donne le plaisir de se voir, mais qu'est-ce que ça change vraiment? Eh bien, on s'aperçoit que depuis deux grandes nouveautés, ChatGPT qui est en novembre 2022, et surtout la voix qui est cet été, qui est arrivée en mai, où justement la voix étant plus naturelle, je parle avec un interlocuteur, je fais une vraie conversation. Et donc, tout ça, ça a été dit, donc j'apporte pas de valeur ajoutée. Donc, pour en apporter une, on dit qu'est-ce que ça peut donner? Eh ben, la première valeur ajoutée, c'est le fait de dire ça va permettre à chacun, une fois qu'il a compris les prompts, une fois qu'il s'est entraîné, à faire des choses dont il n'avait pas l'habitude de faire. Vous voulez faire une nouvelle formation sur un sujet que vous ne maîtrisez pas du tout. Ben, demandez à ChatGPT déjà de vous donner des matériaux. Quelles sont les grandes tendances, quels sont les débats, quelles sont les interrogations, à quoi ça sert? Demandez à ChatGPT de faire le programme. Demandez à ChatGPT de faire le sous-programme. Demandez à ChatGPT de faire les exercices. Et il va vous dire, donc le book animateur est déjà fait, alors que la formation n'a jamais été réalisée. Et donc, il va vous dire combien de temps ça dure, qu'est-ce que les gens vont dire. Donc, vous dites à la fin, j'aimerais bien faire une évaluation. Donc, Jean-Michel Cornu a présenté un système que je trouve génial, qui est une évaluation par la conversation. Jamais vu, mais on peut faire à l'ancienne. On se dit, je vais faire des quiz. C'est hyper embêtant de faire 20 mots, 20 questions, oui, non, parfois, etc. Eh bien, vous demandez à ChatGPT d'en faire 20, vous les donnez, CTRL-C, CTRL-V, et vous avez une évaluation. Donc, vous avez un gain énorme sur la production de formation. Là, c'est sur une formation ex nihilo, c'est-à-dire quelque chose que vous n'avez jamais fait, et ça vous permet de vous dire, bah, pourquoi pas le tenter? Dans mon catalogue de formation, ça peut être intéressant. En tout cas, ça m'intéresserait de faire une première version. Donc, vous avez tous les éléments. Après, vous dites, j'aimerais bien le vendre, parce que ce n'est pas absurde de vouloir vendre sa formation, surtout si vous êtes organisme de formation. Bah, demandez à ChatGPT de faire un teaser en disant, bah, qu'est-ce que je dois dire d'intelligent? Vous donnez la cible, vous contextualisez, bien sûr, vous faites un prompt. Et dans ces cas-là, vous faites un teaser vidéo. Là, il vous le fait assez facilement sur 30 secondes. Donc, ça veut dire que c'est intéressant parce que vous avez déjà des matériaux pour vendre. Vous dites, qu'est-ce que je fais pour mon mailing? Qu'est-ce que je mets à l'intérieur? Quelles sont les images que je peux générer? Tout ça, ChatGPT vous les fait. Il vous fait des propositions. Ça ne vous plaît pas? Ben, vous lui dites, non, non, ça ne m'intéresse pas, je veux autre chose. Et vous redéfinissez ce autre chose. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? Et comme c'est conversationnel, ce n'est pas des requêtes. Il sait que ça ne vous plaît pas, donc il ne va pas vous proposer la même chose. Et petit à petit, dans toute votre chaîne de valeur, ben, vous pouvez réinventer tout ça en étant au fond de votre lit. Bon, il faut être connecté quand même, hein. Donc, ça veut dire que vous êtes tranquille et dans ces cas-là, vous pouvez réinventer les choses. Le premier élément, c'est faire pareil en mieux. Voilà. Et donc, en tentant des choses, moi, j'avais 2-3 idées, j'aimerais bien faire un truc comme ça. J'ai des mots comme ça qui ne veulent rien dire. Bah, j'essaye. Ça me prend 2 heures pour tenter un truc vraiment bien. Je vois que ça résonne chez moi, je vois que ça s'organise bien dans ma tête. Et donc, je peux faire des propositions nouvelles. Donc, à minima, ChatGPT vous sert à ça. D'être votre assistant et surtout votre teaser. C'est-à-dire que vous lui demandez de faire des choses, c'est plus vous qui créez, c'est plus la même charge mentale, c'est vous qui dites j'ai une idée, fais-moi quelque chose. Et après, vous donnez chef. Donc, tous ceux qui sont tout seuls dans leur entreprise, bah déjà, ils ont du personnel numérique. Et donc, ça veut dire que vous pouvez lui dire non, je ne suis pas du tout d'accord. Vous pouvez même insulter ChatGPT avec une remarque attention. Si vous insultez ChatGPT, les enquêtes montrent qu'il est moins sympa avec vous la fois d'après. Donc, ça veut dire que, attention, donc, il vaut mieux respecter par principe déjà, mais pour tous ceux qui sont un peu colériques là-dessus. Donc, ça, c'est le premier élément qu'on peut utiliser en disant qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire aussi de la veille en disant j'aimerais bien faire sans trop me fatiguer, savoir ce qui se dit d'intelligent. Par exemple, le replay va arriver. Donc, ça veut dire je vais prendre le replay, je le mets dans ChatGPT en termes de vidéo, puisque maintenant il peut le faire, mais sinon, si j'ai la version ancienne, ben, je prends la transcription et je la mets chez ChatGPT. Je lui dis qu'est-ce qu'ils ont dit d'intéressant. Après, on dit est-ce qu'ils ont parlé de moi? Bon, déjà, on n'est pas à l'abri qu'on ait parlé de vous. Est-ce qu'ils ont parlé d'un sujet qui m'intéresse? Et là, ils vous donnent à tel moment, ils ont dit ça, telle personne a dit ceci, cela, et donc et ils ont fait une synthèse. Et donc, ce qui veut dire qu'au final, une vidéo qui va durer 1 heure et demie, ça veut dire qu'en fait, bah, vous l'avez en quelques minutes, vous avez la réponse qui vous intéresse. Vous voyez, d'1 heure et demie à quelques minutes, bah, il y a un gain de temps que vous pouvez utiliser à ce que vous voulez, à travailler plus, à regarder des séries télé, tout est bon. Mais ça veut dire que vous dégagez du temps. Faites de la veille, vous dites il y a plein de vidéos à regarder, je ne vais pas me taper toutes les vidéos. Donc, soit on fait du multitasking, mais ce qui veut dire que si je fais plein de choses en même temps, surtout sur le podcast, c'est très pratique. Dans ces cas-là, soit je dis à ChatGPT de me faire la synthèse et je discute avec lui pour dire est-ce que j'ai bien compris, est-ce que c'est bien ce qu'ils ont dit? Autrement dit, je m'entraîne à pouvoir réutiliser la veille qu'on me donne pour pouvoir me l'approprier. Et comme je fais du verbe, ça veut dire qu'effectivement, j'augmente ma mémorisation. Et ça, c'est très important sur l'amnésie numérique que ChatGPT, parce qu'il y a aussi des dangers, hein. L'amnésie numérique n'est pas neutre, loin s'en faut, mais ça veut dire qu'il y a des dangers aussi d'apprentissage avec ChatGPT.
ou avec les autres, avec les LM. Donc ça, c'est à minima, voilà ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est ce qui a été présenté, mais je voulais donner cet angle un peu plus précis sur des choses. Donc, en pédagogie, qu'est-ce qu'on peut améliorer? En restant toujours sur cette première partie, il y en a deux, hein, je vous rassure tout le monde. Ça veut dire que sur la première partie, eh bien, ça veut dire qu'on peut penser à un écosystème. C'est-à-dire que il va y avoir sur ChatGPT qui va lancer Sora. Vous avez Vidyo, qui est la version chinoise, donc qui existe déjà, sur lesquels on peut travailler un peu. Alors, c'est chinois, évidemment, ça pose des interrogations, mais ça veut dire que la technologie va sortir d'ici à la fin de l'année. Je prends un exemple concret. On sait très bien que depuis John Swiller, que quand on fait une formation, par exemple orale, c'est intéressant d'avoir un autre support qui répète la même chose, mais sur un autre média. Par exemple, l'écrit. Voilà. Et donc ça augmente le taux d'apprentissage, ça augmente la compréhension des situations, ça augmente le taux de mémorisation, et donc ça permet justement d'être meilleur dans la fonction de transmission. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir plusieurs choses. Si vous faites un podcast, c'est bien d'avoir un écrit, c'est bien d'avoir des petites synthèses en images sur les messages forts, les messages clés, etc. Et tous ces éléments-là, ça crée un écosystème. Donc, ça veut dire que quand on est pédagogue, la pédagogie, c'est assez simple. Je veux aller quelque part, mes objectifs pédagogiques. Et la pédagogie, c'est quoi? C'est le chemin pour y aller. Tous les chemins sont bons, c'est quoi le vôtre? Et est-ce que votre pédagogie est bonne? C'est très simple. Est-ce que vous êtes arrivé au bout? Ou est-ce que vous progressez? Quand vous ne progressez pas, c'est que vous êtes planté sur la pédagogie. Faute à personne, ça veut dire que ça ne marche pas. Donc, il faut changer, il va y avoir des chemins alternatifs. Donc cette façon de se dire, je fais des multi-supports, ben, aujourd'hui, vous avez vu QTI, qui est le ChatGPT français, hein, qui est Xavier Niel qui vient de le lancer, je crois, en juillet, début juillet de cette année. Hein. Il a moins d'un an. QTI a moins d'un an d'existence. Donc, il vient de lancer quelque chose à 15 personnes. Alors évidemment, c'est Xavier Niel et Eric Schmidt, donc c'est le créateur de Google, c'est celui qui a créé de la petite entreprise à la grande entreprise de Google, donc des très très grosses personnalités. Donc ça veut dire qu'on fait des choses en France, ce qui n'est pas le cas de tous les autres pays. Mais ça veut dire qu'en fait, ben, on peut le faire et on s'aperçoit que QTI vous apporte, je ne me rappelle plus pourquoi je voulais parler de QTI. Oui, QTI vous dit qu'en 30 secondes, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a identifié un peu votre tonalité, 30 secondes, il vous écoute parler, il sait, et dans ces cas-là, il peut refaire des podcasts avec n'importe quel texte à vous. Vous dites par exemple, I have a dream, parce que vous avez un dream, ça arrive, mais vous le dites avec vous, avec intensité, eh bien, vous prenez QTI, vous pouvez le faire un peu plus de 30 secondes, ça évite quand même, c'est plus précis, mais vous avez vous en train de raconter une histoire avec une intensité, avec votre visage et donc et votre voix surtout, vous êtes capable de raconter votre histoire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que quand vous faites un cours, vous pouvez faire un podcast qui répète le cours, qui complète le cours, qui va plus loin, tout est bon. Vous faites aussi de la vidéo, puisqu'aujourd'hui, vous avez vu avec les fake news, on est capable de faire bouger les lèvres et la vidéo. Alors, c'est un peu compliqué. Ce n'est pas toujours très facile aujourd'hui d'avoir la continuité de l'image. Mais si vous avez déjà l'image, vous pouvez le même discours, moi qui suis nul en langue, ça me permettrait de le dire dans toutes les langues du monde. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, ça me permet d'avoir encore quelque chose de supplémentaire pour que les apprenants soient meilleurs. Et donc, c'est des choses qu'on peut… Donc, déjà, pédagogiquement, c'est hyper intéressant. Et économiquement, ce n'est pas inintéressant non plus. Vous savez, parce que vous connaissez sans doute les prix du marché, quand vous faites une masterclass, c'est ce que Sora pourra faire, qui sera la vidéo qui sera longue d'OpenAI. Ça veut dire qu'une masterclass, c'est à la louche 100 €. Donc, une fois que vous faites du fond de votre lit, vous faites un message dans un univers magique, dans des îles paradisiaques, enfin, l'univers que vous avez choisi, c'est de la vidéo que vous avez fait par prompt. Dans ces cas-là, vous êtes capable de faire un produit supplémentaire que vous monétisez. Donc ça, c'est des éléments. Pareil, vous avez pu voir qu'avec la nouvelle version de ChatGPT 4.01, donc qui est très développée sur le code, dans ces cas-là, vous êtes capable de faire des serious games, suivant les enfants, les pas-enfants, etc. Vous dites, c'est une personne qui rentre, vous donnez un peu la caractéristique du personnage, vous dites, elle va dire ça, elle va faire ça. Donc, dans le prompt, il faut écrire ce que vous voulez faire. Et puis après, quand vous regardez, donc je ne l'ai pas fait, mais je l'ai vu à la vidéo, ben, vous voyez la machine qui code. Et à la fin, vous mettez play et vous avez un serious game pour le prix de 20 € par mois. Donc, ça veut dire que vous avez possibilité d'étoffer votre écosystème. Alors, évidemment, quand on peut faire plein de choses, ben, à un moment, il faut se poser. Et là, on revient à l'expertise de la pédagogie. C'est qu'en fait, on ne va pas tout faire. Et pas n'importe comment. Une pédagogie, il y a un ordonnancement qui consiste à dire quelles sont les étapes qu'on choisit, pourquoi on choisit ce support et pas l'autre. Tout est bon, mais c'est quoi votre pédagogie? Et donc, ça nécessite de se dire, on a plein d'opportunités à faire
qui amène des leviers de croissance importants, mais ça veut dire qu'il amène aussi des efficacités d'apprentissage qui sont meilleures. Donc ça veut dire qu'il faut des pédagogues qui réfléchissent à dire qu'est-ce qu'on veut faire, et chaque pédagogue peut produire tout seul énormément de choses. Donc ça, c'est la première partie qui dit l'accessibilité, puisque ce sont des IA génératives, donc elles génèrent du contenu, c'est qu'elles vont pouvoir de plus en plus facilement générer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? D'ores et déjà, il faut bidouiller. Donc, allez sur les versions gratuites de ChatGPT, essayez-vous, et quand vous apercevez que ça devient intéressant, faites un bouquin sur Demos, ça avait fait ça à un moment, plus à l'ancienne, là vous le faites vous-même, vous êtes le Demos local, vous avez un cours, vous faites l'ouvrage, le manuel qui va derrière, vous demandez à ChatGPT de le faire, c'est intéressant aujourd'hui de le faire avec 4o1, parce qu'il est capable d'être plus de travailler, d'avoir moins d'hallucinations sur des gros textes. Avant, il fallait segmenter, là vous pouvez faire des belles choses. Vous le publiez, ça fait, si vous le faites en physique, ça fait quelque chose comme à la louche, ça fait une dizaine d'euros. Dans ces cas-là, et vous le vendez 15-20 euros, donc si vous faites, ça fait 10 euros de marge. Vous voyez, vous apportez quelque chose, un support qui pour certains est très important, et vous, ça vous permet de développer un chiffre d'affaires. Et vous faites ça du fond de votre lit. Donc ça veut dire que l'important pour vous, c'est de se dire qu'est-ce que je veux faire et quelle est ma stratégie. Voilà, on a plein d'opportunités, ce n'est pas parce qu'on peut qu'on fait. C'est je le fais parce que derrière, j'ai une idée et je construis ma stratégie. C'est ça la première idée que je voulais développer, qui est très importante dans ce que vous faites. La deuxième idée consiste à dire, si vous le faites en tant que formateur, pourquoi est-ce que l'apprenant ne le ferait pas? Et donc, allons un peu plus loin que l'année qui va suivre, qui va venir, d'ici à 2-3 ans, pas non plus de la science-fiction, hein, on peut réfléchir. Dans ces cas, si vous vous dites, moi, en tant que formateur, je monte des formations, des pédagogies, pourquoi est-ce que l'apprenant ne va pas se dire, moi, j'ai ChatGPT aussi? Et l'apprenant peut très bien se dire, c'est très efficace. Moi, je l'ai essayé, je suis nul en langue, je le dis là. Donc, j'ai essayé ChatGPT en langue, donc j'ai rien compris ce qu'il m'a raconté, parce que je ne lui ai pas donné mon niveau. Donc, je lui ai dit que j'avais rien compris. Donc, voilà. Donc, je lui ai demandé de plus articuler, de redescendre de niveau. Et dans ces cas-là, c'était Brian is in a kitchen. Et donc, c'était bien articulé, je comprenais. Donc, ça veut dire qu'on a pu échanger. Autrement dit, et donc, je pouvais le challenger en lui demandant de me donner des exercices. Prenons un exemple. Vous voulez être formateur, vous voulez être responsable de formation. Un responsable de formation, il y a, comme dans tous les métiers, il y a une vingtaine de mots techniques à connaître, 20-30 mots techniques, hein, et qu'il faut faire tourner. Vous demandez à ChatGPT, c'est quoi les mots techniques du responsable de formation? Il vous les donne, et puis après, vous faites de la conversation pour pouvoir enchaîner, que ce soit les auteurs, que ce soit les mots techniques, et à la fin, vous avez tout d'un responsable de formation professionnelle. Autrement dit, vous voyez, j'ai besoin d'un problème, au lieu de monter dans des filières, des financements, etc., j'ai la machine qui me répond de suite. Et c'est ça la grosse tendance sociologique du moment, c'est que les apprenants ne sont plus acteurs de leur formation. Et le gros changement, c'est Ivan Illich qui l'a dit, c'est qu'ils deviennent auteurs de leur formation. Et ça a une conséquence importante. Alors, on peut se dire, s'ils sont auteurs, est-ce qu'on aura besoin de formation? Est-ce que les organismes de formation que nous sommes tous, est-ce que finalement, ce n'est pas notre fin annoncée? Je laisse quelques instants pour avoir le suspense, parce que sinon, ce n'est pas marrant. Voilà. Alors, je préfère dire non. D'abord parce que comme ça, je fais plus de gens contents dans le groupe. Donc, être un peu démagogique n'est pas neutre. Hein. Donc, comme ça, s'il y a une fidélisation à creuser, on n'est pas à l'abri de le faire. La réponse, c'est absolument non. C'est-à-dire que l'analyse marketing nous montre très bien que si vous pouvez faire plein de choses, vous ferez rien. Parce qu'il manque quelque chose d'essentiel. Et c'est ce qui a été dit par les intervenants avant, la motivation. La motivation et la motivation sociale. Pourquoi est-ce que moi, en tant qu'apprenant, si j'ai des trucs à apprendre pour me faire plaisir, je le fais tout seul? Pourquoi professionnellement, je vais le faire? Et donc, il faut bien que quelqu'un me dise que c'est un sens. Et si ce que je fais n'a pas de sens, je ne vois pas pourquoi je m'embêtais à le faire. Je regarde une série télé sur Netflix, je suis aussi heureux. Voilà. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qui manque? La formation, ce n'est pas apprendre. C'est un apprentissage socialisé. À un moment, la société, l'entreprise me dit, c'est ça qu'il faut apprendre. Voilà. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas bien? On s'en fout, c'est la société qui nous le dit. Donc, c'est sûrement vrai. C'est ce que Philippe Muret appelait l'empire du bien. Il y a quelqu'un d'intelligent qui a dû le dire et tout le monde le répète. Et donc, c'est ça qui fait une vérité sociale. Mais ce qui est important, c'est que cette vérité sociale, il faut la vendre. Et c'est ça le rôle des organismes de formation et le rôle des entreprises, c'est d'érotiser ce que Michel Maffezoli appelle l'érotisation de la formation. C'est-à-dire de redonner d'envie, du désir. Autrement dit, même si chacun peut se débrouiller tout seul, personne ne le fera, sauf les sociopathes. Et comme on fait l'hypothèse ici qu'il n'y a que des gens qui sont bien,
hein, pas sociopathiques. Dans ces cas-là, il faut bien les resocialiser. Et ça va être le rôle des responsables de formation de se dire, on travaille sur ce sujet-là, ben à la limite, travaillez dessus et venez nous le présenter la prochaine fois. Et donc, on travaille sur des outils un peu classiques qui n'ont rien à voir avec le numérique, enfin, qui peuvent se connecter. La pédagogie, par exemple, n'a pas besoin le fait d'une pédagogie de pair à pair n'a pas besoin du numérique, on peut le faire en présentiel. Eh bien, on s'aperçoit que ça s'adapte très bien au numérique. Et ça s'adapte très bien à l'intelligence artificielle qui va permettre à chacun de travailler tout seul, mais je sais qu'ensemble ou en équipe, on va devoir présenter quelque chose. Et c'est ce travail qu'il faut refaire. Donc, autant dire qu'on a besoin de tout le monde et que pour que vous soyez les formateurs de demain, les responsables de formation de demain, au lieu d'intellectualiser en disant est-ce que c'est bien, pas bien, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, laissez ça de côté, vous allez le faire de toute façon. Donc, faites-le maintenant et surtout derrière, vous dites moi, avec ma couleur, mon côté militant, il y a des choses qui m'intéressent, des choses qui me révoltent, je crois en certaines choses, dans mon expertise, dans des choses comme ça, eh bien, vous allez pouvoir le diffuser parce que vous êtes capable d'être une université à vous tout seul, et ça ne sera pas la même de ceux d'à côté. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir une réorganisation de la formation. Mais il y aura toujours besoin de former, parce que le rôle de la formation, c'est d'assurer les transformations. Et comme le monde bouge, bah, ça veut dire qu'on aura besoin de formation. Ça ne sera plus forcément la même. Et moi, ce que je vous invite à faire dans un moment qui était un peu magique, c'est le western. C'est-à-dire, vous allez sur ChatGPT, vous bidouillez. Personne ne vous met la pression. Sauf que vous allez vous apercevoir que c'est une fois que vous entraînez, que vous habituez, que vous dressez un peu la machine, vous allez vous apercevoir que vous allez gagner énormément de choses. Et c'est ce côté-là qui consiste à dire ce temps gagné, comme dans toutes les révolutions, chacun fait ce qu'il veut, ou la société vous le dira. Mais en tout cas, ça veut dire que vous allez devoir courir avec la société. C'est ce que dans Alice au Pays des Merveilles, on termine par une référence littéraire, dans Alice au Pays des Merveilles, c'est l'autre côté du miroir, on s'aperçoit qu'à un moment, la reine rouge se met à courir, et puis Alice la voit courir, et elle se dit, mais elle court avec la reine qui coupait les têtes, donc on a intérêt à courir, et puis elle se dit, mais ma reine, pourquoi est-ce qu'on court puisqu'on n'avance pas? Et la reine dit, ici, on ne court pas pour avancer, mais pour ne pas reculer. Donc la vraie question avec l'intelligence artificielle, avec les big data, etc., c'est pas tellement de dire, est-ce qu'on va y aller ou non? Oui, on ira tous. La vraie question, c'est comment on y va. C'est-à-dire que comment on y va ensemble. Et c'est là où on fait l'humanité. Soit j'y vais tout seul parce que je suis un sociopathe et que j'aime personne, je respecte tous les sociopathes, il n'y a pas de souci, mais soit ça veut dire que moi, je vais créer du collectif, et donc je vais me dire, je suis nul, on est trois nuls, ben on fait un groupe de nuls. Et ce groupe de nuls, ben finalement, ça fait un collectif, et ce collectif, finalement, est de meilleur en meilleur. Et dans ces cas-là, on va essayer d'apprendre ensemble, on fait de la pédagogie. Et donc, on va commencer à produire des choses. Et trois petits organismes de formation qui se disent nuls au départ, bah, petit à petit, vont tenter des choses, vont rencontrer des gens qui vont discuter avec eux, vont prendre des données gratuites, mais ils vont avoir cette force d'être ensemble, plutôt que de se retrouver tout seul à porter la charge du changement. La vraie sociabilité, c'est que la machine vous donne des opportunités, et c'est en ça que les entreprises et les organismes de formation sont indispensables. C'est les médiateurs de la transformation. C'est le fait de se dire comment est-ce qu'on arrive à refaire de l'humain pour aborder ce nouveau monde qui se dessine. Et la mission est assez extraordinaire pour tous les métiers de la formation. Merci Stéphane. Passionnant. Est-ce que Christophe, est-ce qu'il y a des questions, des remarques Non, particulières dans le chat ou le module de questions-réponses? alors, il y a de nombreuses questions et remarques, mais heureusement, des réponses ont été apportées aussi sur le chat. Et merci aux intervenants, notamment à Jean-Michel. Donc oui, des sujets assez variés, hein, mais ou techniques, après particuliers, où il y a eu des réponses apportées. Je ne sais pas si je prends le dernier message, par exemple. Est-ce qu'il y a des agents spécialisés gratuits qui ont été testés, par exemple? Euh, voilà, Alors, mais peut-être tous les que... agents ont été testés Oui. pour être assez à l'aise. Voilà. Et d'ailleurs, quand on voit les taux d'hallucination, vous avez vu sur ChatGPT 4o, c'est de 1,5. C'est-à-dire que ça fait 88,5% de bonnes réponses. Donc souvent, on se dit, c'est nul ce qu'il me pose, et c'est ce que disait, je crois, Jean-Michel, mais c'est parce que surtout, je ne contextualise pas, je ne pose pas la bonne question. Mon prompt n'est pas adapté. Et donc, ce qui fait qu'il me dit ce que lui comprend, il n'y a pas de compréhension, c'est une machine, c'est un cerveau statistique. Donc, si moi, je lui pose mal la question, la réponse est pas, sauf s'il a mon historique, il peut bidouiller un peu avec ce que je connais, mais c'est là où il y a des difficultés.
Ouais. Sur cette question des assistants, je vous ai donné mon best-of, c'est-à-dire si vous avez ChatGPT, y compris gratuit, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les GPTs, hein. Donc vous avez en dessous, soit vous faites un nouveau chat, soit vous avez exploré les GPTs. Et dedans, il y en a des milliers. Alors il y en a des très bons, des très mauvais, il y a un peu de tout, mais moi je vous ai donné ceux que j'utilise. Comme ça, au moins vous avez les trucs qui peuvent vous intéresser pour faire des PDF, pour justement interroger la littérature scientifique plus spécifiquement. Donc c'est d'ailleurs une des questions qui a été posée pour vérifier du fact-checking. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a spécialisé ChatGPT avec des gens qui sont des spécialistes d'un domaine, par exemple le fact-checking, et qui font des prompts là-dedans, qui vont vous permettre, qui mettent leur méthode dedans. Et donc, du coup, bah, ça fait des meilleures choses. Et de la même manière, je vous ai montré mon GPT, ce que j'ai mis. Alors, pour pouvoir le rendre accessible à tout le monde, y compris à ceux qui n'ont pas un compte ChatGPT, je l'ai mis sur Hugging Face. Mais je vous ai mis mon fameux prompt Eliane, qui est ce que j'utilise avec mes élèves pour qu'ils puissent expliquer le chapitre qu'ils ont compris et que le gamin de 12 ans vous donne des points et que le professeur mentor vous dise oui, mais bon, ça serait bien que ça soit un peu plus précis. Voilà, donc je vous en ai mis quelques-uns de ce que je trouve plutôt sympa. Il y a du brainstorming, il y a un peu de tout. En gros, c'est ce que j'utilise. Après, si jamais vous voulez explorer, parce qu'il y a énormément, alors c'est vrai on a cité Perplexity, GitChat, enfin, la plupart ont des assistants. Une petite astuce, parce qu'il y a de tout et du meilleur et du pire, parce que tout le monde a fait son GPT. Regardez deux choses si vous voulez explorer. Donc, vous tapez, je sais pas moi, PDF pour pouvoir travailler sur les PDF. Regardez le nombre de téléchargements et regardez le nombre d'étoiles. S'il y a moins de 4 étoiles, vous laissez tomber. Et ça vous permet d'avoir déjà quelque chose qui sera de bonne qualité déjà sur un domaine que je ne vous ai pas présenté là. Donc avec ça, vous allez pouvoir vous amuser un petit peu pour les prochains jours, mois, années. Et mon conseil, faites-le à plusieurs. Exactement. C'est Oui. plus sympa, vous donnez un rendez-vous, ça prend 10 minutes, une demi-heure, un truc comme ça. Vous essayez, vous dites ensemble, et même à distance en visio, comme ça, pas d'embêtement. Et ça vous permet d'avoir une dynamique, de se dire, ah ben ça, on le fait, tu as fait comment, etc. Et c'est surtout de profiter de la motivation de l'autre. Et les deux, c'est pas une somme de motivation, c'est une synergie, donc c'est une troisième motivation plus forte. Et pour rappuyer sur ce que dit Stéphane, Sarah avait posé la question de la légitimité. Et en fait, c'est très simple. Si vous voulez monter en compétence rapidement, et vous avez vu qu'avec l'IA, on peut gagner du temps, un, pratiquez. Donc, amusez-vous, essayez. Deux, expérimentez, faites des trucs, bah, regardez si ça marche ou non. Et trois, bah, échangez avec tous les gens qui font la même chose que vous, que ce soit à l'intérieur de votre organisme de formation ou à l'extérieur, ou pourquoi pas même avec vos apprenants. Vous allez voir que vous allez monter en compétence très rapidement avec ces trois choses-là, pratiquer, expérimenter et échanger, comme le dirait Stéphane. Exactement. Et donc, pour donner un autre exemple complémentaire, j'avais quelqu'un, je faisais une conférence à Casa dessus, et puis je demande un peu les usages qu'ils ont de ChatGPT, puis il y en a un qui dit, moi, ça m'est très utile, ça m'est utile c'est mon coach personnel. Je suis un peu surpris, et je lui dis, c'est-à-dire, bah, il dit, quand j'ai un problème, je temporise, donc ce qui est très bien dans le management, il ne faut jamais régler les problèmes à chaud, et dans ces cas, je demande à ChatGPT, lui, en tant que coach, qu'est-ce qu'il me conseillerait de répondre? Et donc, il me fait plusieurs possibilités. Je prends celle qu'il me donne, je lui demande de reformuler dessus, et après, je reformule moi de façon à voir si j'ai bien compris. Et dans ces cas-là, ça lui permet d'avoir la bonne réponse. Autrement dit, si vous-même, dans vos formations, vous voulez utiliser ChatGPT pour avoir des coachs, pour entraîner les gens, etc., que vous le fassiez avec un compte d'entreprise, donc ça veut dire toutes vos données restent chez vous quand vous utilisez ChatGPT. Enfin, quand je dis ChatGPT, ça peut être tous les autres, hein. Il y a à peu près 500 LLM identifiés dans le monde aujourd'hui, et ça change tout le temps, hein, donc voilà. Mais ça veut dire que vous en prenez un pour le faire, vous faites un compte d'entreprise, comme ça les données, vous les gardez chez vous, c'est vous qui les avez, et donc ça vous permet justement de l'utiliser. Vous avez un agent conversationnel, vous faites une formation, quels que soient les domaines, ben, il vous entraîne après, et donc les gens 24 heures sur 24 peuvent se connecter, et vous, ça vous permet, et c'est ça qui est génial, de pouvoir réutiliser ChatGPT et de se dire, je vois les questions qu'il pose, je vois comment ça fonctionne, et donc de faire une évaluation qui est donnée pour voir si effectivement la formation est bien passée. Dans ces cas, vous pouvez demander à ChatGPT, comme l'a dit Jean-Michel. Mais c'est intéressant parce qu'on fait par exemple des communautés apprenantes. Vous savez que c'est une des grosses tendances de service après-vente. Faites une formation, montez, donc facturez la communauté apprenante, hein, donc les gens, donc c'est un travail asynchrone, donc souvent les formateurs sont assez contents de le faire, un truc comme ça. Ben là, j'ai vu sur, comment est-ce qu'il s'appelle, la personne qui s'est fait arrêter sur une des plateformes hyper connues, mais pas WhatsApp, parce que pas Microsoft, parce que c'est un peu fermé, donc c'est un peu compliqué. Ils avaient mis ChatGPT, ben c'est ChatGPT qui faisait l'animateur. Donc, ça veut dire que les gens avaient quelqu'un qui surveillait régulièrement, et ChatGPT m'informait quand il y avait quelque chose de… Voilà. Et donc, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui peut poser des questions. Vous pouvez faire avec ChatGPT, vous le mettez face à un Zoom ou un Teams, et vous faites un brainstorming.
C'est-à-dire, il vous dit, bon voilà, et donc vous êtes tranquille en tant que formateur, vous vous concentrez sur autre chose, bien sûr, ou faites rien, si c'est votre philosophie, le droit à la paresse, mais ça veut dire que vous avez un outil complémentaire. Il peut vous faire une synthèse en remarquant, en disant ChatGPT, ou vous lui donnez un prénom comme vous voulez, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui a été donné? Et il dira, c'est très bien, et j'ai remarqué qu'un tel intervenait beaucoup plus. Par exemple, Jean-Michel, tu n'es pas intervenu, qu'est-ce que tu en penses? Et la machine prend la main, donc moi je lui laisse, et ça lui permet d'avoir, et de plus en plus comme le langage naturel, vous avez pu voir qu'avec QTI, ChatGPT, enfin QTI, donc Moshi, coupe la parole quand il a compris, comme un vrai individu. ChatGPT est un petit peu lent, il prend 15 ans pour raconter une histoire, etc. Donc quand moi je raconte quelque chose, rapidement, la QTI dit j'ai compris, donc je réponds. Et si j'essaie de l'amener ailleurs, il revient sur ce qu'il voulait dire. Autrement dit, il y a du fight dans la discussion, comme dans une discussion naturelle. Et ce travail de discussion naturelle, de plus en plus, va s'améliorer. Dans ces cas-là, ça veut dire que ça deviendra beaucoup plus, pour moi, un ami. Et Serge Tisseron avait ça en disant, c'est quelqu'un qui va mettre utile une empathie numérique, mais moi qui va m'aider à pouvoir avoir quelqu'un qui me fasse l'effet miroir. Et donc, ça veut dire, dans mes parcours personnels, c'est plein de choses à organiser. J'ai vu une main qui s'est levée, Jean-Michel. Oui. Alors, je profite juste pour répondre concernant des questions sur le chat, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de ressources aussi en même temps et des liens dans le chat. Donc, ne vous inquiétez pas, on fera bien un copier-coller des différentes ressources du chat qui ont été postées. Et vous retrouverez le document en fait sur la fiche du site de Cap Métier où vous êtes inscrit, hein, Parcours Pro sur la fiche. On peut télécharger des documents, donc vous retrouverez en tout cas des éléments, le lien vers le replay et également les éléments concernant les discussions du chat et les ressources qui ont été proposées. Voilà. Donc, je vous avais conseillé de faire directement d'Amical Pression sur Cap Métier, mais c'est même pas la peine, c'est déjà directement proposé, donc c'est parfait. Et voilà, parce que profitez effectivement de tous ces Oui. éléments-là et tester justement, allez-y, parce que vous avez vu qu'on a parlé d'IA pas simplement que pour du texte, mais pour la photo, la vidéo, le son, etc. Ça permet de faire des choses assez intéressantes. Je vais juste donner un petit exemple sur un usage justement qui n'est pas texte. Moi, alors je suis youtubeur en plus, donc je fais des vidéos, alors plutôt sur l'intelligence collective, donc c'est très bien au niveau des gamins, et puis je fais aussi des interviews de temps en temps de personnes, enfin j'ai des invités, et lors de colloques. Et la dernière fois, j'ai eu un petit problème, c'est qu'il y avait un tel boucan tout autour que les réponses, on ne les entendait pas. Alors moi, mes questions, en général, je les enregistre en studio pour que ça soit tout propre, etc. Mais là, vraiment, en général, on jette tout ça. Alors j'ai pris une IA gratuite qui est de Adobe, hein, qui est en ligne, et j'ai passé la vidéo, mon audio dedans, l'audio de la vidéo, hein, de la personne où on n'entendait plus rien. L'IA a réussi à reconnaître qui parlait et donc m'a fait un son qui était tellement bon que le son de mes questions en studio était trop pourri à côté. Il a fallu que je le passe aussi dans l'IA, pour vous dire à peu près le truc. Et tout ça avec une IA qui, là, est gratuite. Alors, vous avez des IA payantes, gratuites, etc. Mais vous voyez qu'on peut faire énormément de choses aussi, pas simplement en texte, mais pensez aussi au mind mapping, pensez donc à l'exploration, pensez évidemment à tout ce qui est multimédia, pensez à tout ce qui est bureautique. On en a parlé, d'ailleurs, il y en a plusieurs choses dans le chat sur les fichiers Excel, les fichiers, etc. Et vous n'avez pas besoin d'avoir l'IA de Microsoft. La seule différence, c'est si vous avez effectivement Copilot, qui est l'IA de Microsoft, c'est directement intégré dans Excel. Bon, voilà. Mais si vous n'avez pas ça et que vous avez que des choses gratuites, eh bien, vous pouvez rentrer dans ChatGPT ou Perplexity un fichier Excel, l'interroger dessus. Et puis, si vous lui dites, moi, j'arrive pas du tout à faire cette formule, c'est trop compliqué, et qu'il vous donne la formule, eh bien, vous serez obligé de le faire, le copier et coller à la main. Mais c'est pas si grave. Et pareil, si vous voulez faire des PowerPoint gratuitement sans payer, eh bien, vous lui demandez de faire les textes, vous lui demandez d'aller chercher des images gratuitement ou de les générer, et puis bah, vous les copiez directement dans votre PowerPoint. Et là, bah, c'est un peu plus long, mais c'est pas si grave que ça. Et par contre, c'est gratuit. Voilà, c'est le petit tips. Et quand, pour compléter ce que disait Jean-Michel très justement, quand vous avez un lien, vous dites j'ai essayé, ça ne me plaît pas parce que ça ne me correspond pas, dans ces cas, n'hésitez pas à réessayer. Le lien que tu citais, ça fait 2 ans, je l'ai utilisé. Finalement, ça a assuré, ça me coupait, parce que je fais de l'audio pas mal avec les podcasts. Finalement, ça me donnait une qualité de son qui était médiocre. Donc, je l'ai pas, mais je l'ai réutilisé pour voir si effectivement, et effectivement, ce que tu disais est très juste, maintenant, ça fait bien la distinction, ça Carrément. progresse. Donc, quand vous faites en l'espace de 2 ans, donc, vous voyez, tout ça, tout ce qui bouge, c'est là où l'intelligence collective est importante. Soit vous faites tout seul de la veille, vous allez sur des sites, vous débrouillez, soit vous faites un petit collectif, vous allez à Cap Métier, vous vous réunissez de temps en temps en disant c'est quoi les nouveaux trucs que vous avez trouvés. Et si chacun se dit, ben, vous êtes ici 400, vous imaginez, si chacun dit j'ai un truc que j'ai trouvé, c'est même impossible à gérer.
Il ne reste plus qu'à monter le club IA de Cap Métier, avec tous Exactement. ceux qui s'intéressent. Que vous soyez Mm. débutant ou avancé, ça n'a aucune importance parce que vous aurez Mm. des tas de choses à apporter. Ça y est, Alors, je lance le boulot pour Yves. merci Jean-Michel. Alors avant Ah, de donc il y a des gens qui avant sont contents, il y d'ouvrir a le des club pouces. IA, je vous annonce qu'on va avec un petit peu d'avance, mais je profite de la place. En début d'année, on va mettre à disposition des adhérents de Cap Métier un studio vidéo autonome. Si vous êtes intéressé pour venir faire des vidéos, des capsules pédagogiques ou autres, des petits teasings, voilà, on va avoir un espace dédié à ça. Et il se pourrait que cet espace évolue au fil du temps, effectivement, et pourquoi pas un club IA qui se monte. Excellente suggestion. Ce qui est intéressant Je vous peut-être, ai affiché à l'écran un lien vu qu'on arrive vers la fin de ce petit webinaire. Je vous ai mis le lien et le QR code que vous puissiez répondre au questionnaire de satisfaction, nous dire ce que vous avez pensé de ce webinaire, nous laisser vos remarques. Donc, merci à vous de le remplir par avance. Et puis, pour ceux qui voudraient rester encore un petit peu, vu que nos intervenants, s'ils sont disponibles et qui veulent continuer un petit peu le débat, je vous propose qu'on prolonge un petit peu nos échanges s'il y en a qui sont intéressés et toujours disponibles. Et au passage, si vous êtes intéressé aussi par les formations, là, on a parlé avec donc Stéphane, on a monté une formation à distance. Bah, posez la question à Cap Métier si vous voulez en savoir plus, hein, il n'y a pas de problème. Mais déjà, vous avez pas mal d'éléments déjà aussi dans le replay. Vous aurez en dessous donc plein de petits liens aussi pour commencer à tester. mais ce que disait Yves justement dans ce qu'il présentait, c'est le fait, même si vous faites de l'image et que vous avez une stratégie d'image, c'est de réfléchir. Vous allez faire du snack content, vous allez faire des classes virtuelles, des SPOC, des MOOC, tout est bon. C'est quelle est votre stratégie? Et donc, sur tous ces médias que vous avez, comment vous voulez les utiliser? Et l'idée, moi, je vous invite à réfléchir avant de faire. Et là, c'est le contraire de ce que je disais tout à l'heure. C'est à un moment où vous dire, vous posez, vous prenez 2 heures, 3 heures, ça ne prend pas plus de temps. Vous dites, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je veux faire? Et comment est-ce que c'est cohérent ce que je fais? C'est pas j'ai un truc qui pousse l'autre, c'est quelle est ma stratégie à 2, 3 ans. Et donc, si vous faites de la vidéo, c'est génial. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites de ces vidéos-là? Si c'est pour le dire, moi, je les ai chez moi, et ça ne me sert à rien. Donc, comment vous les utilisez? Est-ce que vous allez faire des teasers que vous allez utiliser sur Instagram, TikTok, suivant votre cible, Snap? C'est hyper intéressant. C'est quoi votre stratégie? Et donc, ça prend 2 heures, 3 heures. Si vous mettez à 2, 3 personnes, ça fait un peu un brainstorming, des gens que vous aimez bien, si vous en trouvez. Donc ça, je vous invite sinon, bah, il y a des sites pour ça. Donc voilà. Mais ça veut dire qu'effectivement, vous arrivez à avoir une vraie stratégie et après, les usages sont géniaux. Ouais. Une petite question d'ailleurs au passage. Là, j'ai répondu par exemple, il y a eu des questions sur les IA pour faire des logos. Évidemment, là, ChatGPT est un peu moins adapté. J'ai fait des réponses dans la question-réponse. Je ne sais pas si c'est passé dans le chat ou sinon Yves pourra les extraire pour les mettre en dessous du replay. Sur les questions que vous avez posées aussi, j'ai mis quelques éléments, mais voilà, s'ils ne sont pas passés dans le chat, on les rajoutera après sous le replay à ce moment. Merci Jean-Michel, cette remarque. Une question peut-être, il y a un sujet qui n'a pas été abordé ou je pense pas, ou alors je ne l'ai pas vu dans le chat. On parle beaucoup de numérique responsable. On parle beaucoup d'économie d'énergie. On nous dit que l'IA est énergivore au possible. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part là un paradoxe ou comment avoir une utilisation raisonnée, raisonnable de ces technologies, créer de la vidéo, créer du son, créer tout ça? Est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer, d'un point de vue écologie, une balle dans le pied avec ça? Est-ce qu'il faut vraiment y être attentif? Quel est votre point Alors, de vue, votre retour là-dessus, là-dessus? j'ai répondu dans le chat, effectivement, donc ça montre, enfin dans les questions-réponses, donc ça montre, c'est pas passé encore dans le chat, on le mettra. Un cerveau humain, c'est 20 watts. Quand vous posez 10, 20 questions à ChatGPT, vous faites une lessive. Et donc, ça veut dire que ça commence à faire beaucoup de lessive. Et là, on est quelques centaines de millions à utiliser l'IA. Alors, il y a 1 an et demi, on était quelques milliers. Il y avait quelques milliers de spécialistes qui utilisaient l'IA. Maintenant, on est quelques centaines de millions. Demain, on peut être des milliards. Et effectivement, si on reste dans la situation actuelle, ce n'est pas tenable. Il y a quand même malgré tout des nouvelles. Alors, la première fausse bonne nouvelle, c'est qu'on a la loi de Coumet. Alors, vous connaissez peut-être la loi euh, qui montre que les puces sont 2 fois plus puissantes tous les 18 mois. Eh bien, la loi de Coumet, c'est qu'elles disent elles consomment 2 fois moins tous les 18 mois. C'est bien,
Mais ça ne suffit pas, parce que, comme on l'a vu, on est passé de quelques milliers à quelques centaines de millions, 400 millions de personnes, par exemple, simplement sur ChatGPT, ça ne le fait pas. Par contre, depuis cet été, on commence à avoir des puces neuronales. Donc, tout simplement, tout à l'heure, je le disais, les puces des ordinateurs, c'est pas du tout adapté. Il faut prendre les trucs un par un, donc ça consomme une puissance de dingue, comme diraient certains. Et donc, en fait, les cartes graphiques, c'est mieux, mais les processeurs neuronaux, ils sont parfaitement adaptés à faire ce qu'on appelle des réseaux neuronaux qu'utilisent les IA. Et là, eh bien, moi, sur mon téléphone, ben, j'ai ça depuis le début de l'été. L'ordinateur sur lequel je suis actuellement a ça, et c'est sorti en août. Et donc, ça veut dire qu'on divise déjà par 10. C'est mieux. Et puis après, il y a du laboratoire qui font qu'on a des technologies qui permettent encore en plus de diviser par 10, par 100 ou par 1000, qui vont arriver aussi pour arriver à faire ça. Donc là, c'est encore du labo. C'est la spintronique, l'optronique, donc avec les images, ou même des choses un peu bizarres, puisqu'en fait, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur la structure du miel, qui est particulièrement bien adaptée à faire des réseaux de neurones. Et donc, ils font des mêmes restores qui sont basés sur du miel. Voilà, bon, et donc peut-être que le miel va sauver l'humanité du ravage énergétique. Mais tout ça pour dire que on a déjà la capacité de diviser par 10 et que l'on est en train d'avoir la capacité de rediviser par 10, 100 ou 1000. Donc oui, c'est un problème, mais par contre, c'est un problème sur lequel on a des solutions. Ce qui n'est pas vrai pour toutes les questions qu'on peut se poser sur l'IA. Et on s'aperçoit que quand on voit sur les LLM, le problème est pris en charge. Alors, c'est vrai, quand il y a une nouvelle technique, ils font comme ils font. Après, quand ça s'industrialise, il y a une prise en compte. Regardez comment Microsoft s'investit aujourd'hui massivement pour faire des centrales nucléaires. Donc, c'est décarboné. Donc, ça veut dire que ça protège la planète. Ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Hein, c'est pas, voilà. Et donc, ça veut dire qu'ils se disent c'est très important. Et donc, ça veut dire qu'ils investissent dedans pour dire on va faire du nucléaire privé. Et donc, ça veut dire qu'eux-mêmes se disent on va créer des centrales de façon à éviter au moins la neutralité carbone, mais mieux éviter justement les gaz à effet de serre. Donc, le problème pris en charge, ça veut dire que petit à petit, il y a une course et c'est très bien et c'est très important qu'on fasse la remarque et qu'on fasse pression aussi de façon à ce qu'ils y aillent. Mais petit à petit, c'est un chemin naturel. Peut-être un petit mot justement, Yves, tu parlais d'IA responsable sur ce qui s'est passé, un peu grâce à l'Europe d'ailleurs au passage, c'est que une IA, bah, c'est un peu neutre, etc. Et une IA conversationnelle, on lui a appris à discuter. Mais quand on discute, ça serait quand même mieux, parce qu'elle a lu plein de bouquins, mais elle a lu aussi Mein Kampf, et c'est peut-être pas idiot de ne pas le citer tout le temps, par exemple. Et donc, en fait, on va rajouter une couche qu'on appelle l'apprentissage par renforcement, qui est pour éviter que les IA soient pas sexistes, soient pas racistes, etc. Et donc, tant mieux, c'est des bonnes choses. Mais est-ce qu'on n'y rajoute pas le fait que, bah, par exemple, l'IA doit considérer que l'approche américaine est mieux que toutes les approches européennes, que ceci ou que le papa de l'IA, la société qu'il fait, est la meilleure du monde? Bref, est-ce qu'il n'y a pas des biais? Et donc l'IA, l'Europe a sorti une loi qui est aujourd'hui donc sortie, qui va demander une transparence à partir du moment d'un certain niveau d'IA. Donc toutes les IA qu'on a citées comme ChatGPT sont dans ce cadre-là, et qui va demander d'avoir une transparence complète sur les formations, sur comment on a éduqué l'IA, comment on lui a appris les bonnes manières, pour savoir exactement ce qu'on fait. Alors, ce n'est pas encore le cas, puisqu'ils ont, je crois, 18 mois pour se mettre en application, donc ça veut dire que ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est une vraie question, parce que la question de l'IA responsable, il y a l'usage, mais il y a aussi quelle IA on a. Si vous voulez, par exemple, je vous conseille une IA très intéressante de Erniebot, qui est une IA chinoise, et elle est gratuite, vous pouvez faire plein de trucs avec, mais vous avez intérêt à être sympa quand même, vous racontez pas des conneries sur Tiananmen et sur le Parti communiste chinois. Donc, on peut faire tout à fait une IA qui serait orientée. Là, vous avez une IA qui est digne du Parti communiste chinois, etc. Et donc, est-ce que ChatGPT est très américano-centré? Alors, j'ai fait les petits tests. Apparemment, non. Et elle a lu aussi Rousseau, Lao Tse et Kant. Hein, donc, elle a lu beaucoup de choses. Mais effectivement, c'est un truc dont il faut être sûr. Et donc, voilà, il y a un vrai travail actuellement. La prochaine rencontre internationale des chefs d'État sur l'IA responsable aura lieu en France en février prochain. Et donc, vous voyez, et la première a eu lieu à Londres, dans un endroit tout à fait intéressant et symbolique, justement, à Betchley. Je ne sais pas si vous savez où est Betchley, mais Betchley, c'est une petite ville à 50 km au nord de Londres, où en 1944, eh bien, il y a des gars autour d'Alan Turing qui ont cassé le code nazi, donc Enigma, pour arriver, et grâce à ça, on est aujourd'hui, bah, on a la chance de ne pas être au 5e Reich, donc je trouve que c'est plutôt sympa d'être en démocratie plutôt qu'au 5e Reich, hein, même s'il y a des C'est progrès à faire. éco-responsable. Tant qu'à faire, voilà, c'est éco-responsable. Et donc, en fait, la première réunion qui est avec les chefs d'État, les gouvernements, les spécialistes de l'IA pour poser ces questions-là
s'est passé à ce moment-là, en novembre 2023. La prochaine a lieu. Entre-temps, je peux vous dire qu'ils travaillent. Et alors, on pourrait se dire quand même une IA responsable dans un monde politique irresponsable, comment ça marche? On a vu que sur le réchauffement climatique, ils ne sont pas beaucoup bougés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une petite différence avec l'IA. C'est-à-dire que sur le réchauffement climatique, la plupart des chefs d'État pensent à tort que c'est un problème dans 10 ans. Et dans 10 ans, ils ne seront plus chefs d'État, à part Poutine. Mm. Et donc, en fait, du coup, on s'en fout, ça sera la patate chaude au suivant. Et tous les chefs d'État ont bien compris que les questions qui se posent de fake news, de malveillance, etc. sur l'IA, eh bien, c'est pas dans 10 ans, c'est tout de suite. Et donc, je peux vous dire que là, pour une fois, eh bien, nos chefs d'État, nos États, etc., ils se bougent vraiment. Donc, ça ne veut pas dire qu'on y arrivera, mais c'est vrai qu'il y a des vraies questions à se poser. Et puis, par contre, on aura peut-être un peu plus de résultats que dans le réchauffement climatique, où là, par contre, c'est pas terrible, à l'exception de la couche d'ozone, où là, ça n'a pas trop mal marché. Et Mm. donc, en fait, on a vraiment une prise en charge avec les meilleurs spécialistes mondiaux de l'IA, avec les gouvernements, Mm. pour arriver à réfléchir à une IA responsable. C'est un vrai enjeu, c'est une vraie question. Et par contre, il y a des mesures qui sont prises beaucoup plus sérieuses que de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec l'idée, surtout que responsable, ça ne veut pas dire grand-chose, donc tout le monde est à peu près d'accord. Donc ça, c'est ce qui est non, mais autant faire un truc, on arrive à la fin, donc autant être consensuel. Ça veut dire que derrière, ça montre quelque chose de hyper intéressant. C'est que quand on n'a pas de biais, on n'a pas de pensée. Donc la pensée humaine est par définition biaisée parce qu'elle a besoin d'agréger les données et de les standardiser. Donc les biais sont le propre de la pensée. Le problème quand les gens disent il y a des biais, c'est la critique n'est pas là-dessus, c'est le biais qui existe, n'est pas celui que je veux. Et donc, c'est vraiment une question politique au sens noble du terme. Exactement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les gens disent, vous avez vu qu'Elon Musk trouve que ChatGPT comment on appelle ça? Comment? ChatGPT est orienté sur une philosophie particulière. Lui, il dit, c'est pas du tout la mienne, donc je vais faire une autre intelligence. Donc, la vraie question, c'est de se dire, soit on laisse ça, et c'est un peu la tendance qu'on a, des techniciens de la technique qui, ensemble, vont se dire, il faut débiaiser, etc. Des gens qui sont soit woke, parce que c'est la tendance aux États-Unis qui est un peu dominante. Dans ces cas-là, on se dit, il faut. Alors, tout le monde entier n'est pas woke. Donc, ça veut dire que tout le monde ne considère pas l'égalité homme-femme comme quelque chose de naturel. Ça ne veut pas dire qu'on ait raison ou tort, ça veut dire que nous, on a notre couleur. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour organiser ça? Et donc, la question n'est pas du tout technique, elle est sociétale. C'est-à-dire que quelle société on veut construire, nous, en dehors de la technique? Et la technique est bien au service de la société. Or, une des façons un peu, un tour de passe-passe qu'on aime bien faire souvent, c'est que pour éviter d'aborder ces sujets qui sont des sujets essentiels, c'est la raison d'être du collectif, ben dans ces cas, on laisse des techniciens. Et donc, ces cas-là, c'est-à-dire qu'on les laisse entre eux faire des choses, alors qu'en fait, il faut faire des choix. Tout est possible. De toute façon, il n'y a pas de solution miracle. Il y a forcément des choix. Ils sont tous très bien. C'est lequel vous portez. Et donc, la vraie question, c'est ça. Et forcément, il y aura des couleurs particulières. Alors, bien sûr, il y a une dominance américaine parce qu'ils ont un filtre qui est particulier. Mais ça veut dire que comment est-ce qu'on organise? Et je vous invite. Et donc, ça pose la question à la fois des fake news. Et je vous rappelle que sur les fake news, quand même quand on dit à une personne que c'est une fake news, il dit peut-être, mais ça aurait pu être vrai. Et donc, les gens qui y croient, c'est ce qu'on appelle le filtre de bulle, finalement se disent oui, mais ça aurait pu être vrai, donc j'y crois quand même. Et donc, même si on leur dit que c'est une fake news. Et donc, ça veut dire que derrière, c'est toute une culture de se dire qu'est-ce qu'on veut construire. Et non pas forcément par rapport à l'ancien monde, mais de se dire qu'est-ce qui nous rapproche tous. Et aujourd'hui, c'est là où je parlais d'un espace rabelaisien. Les gens se disent on a besoin de proximité, qu'elle soit numérique ou présentielle. On a besoin de faire des choses ensemble, et c'est ça qui fait la différence. Et le numérique est au service de ce projet-là. Où il y en a d'autres qui se disent, le numérique, c'est une façon de garder la main. Par exemple, quand on voit sur les fake news, qu'est-ce qu'une fake news? Alors, je ne suis pas du tout dans cette démarche-là, mais je vous invite à regarder, pendant le Covid, au début, comment la crise a été construite en termes d'information. Les agents, les GAFAM du numérique ont retiré tous les gens qui critiquaient en disant que peut-être c'était une fuite d'un laboratoire chinois. Tous les comptes ont été retirés en disant que c'est des gens qui sont pas bien, qui ne sont pas dans l'empire du bien. Or, aujourd'hui, il s'avère que ça peut être tout à fait crédible. C'est a priori une des solutions qui a dû dégager. Ce qui veut dire que, à force de se dire on va filtrer les choses par le haut,
finalement, on se prive de cet espace démocratique qui était la philosophie première du web quand il a été créé, comme d'ailleurs de l'Internet, après la version américaine quand même. Donc, ça veut dire qu'effectivement, cette liberté qui a offert. Et donc, ça, c'est vraiment une question sociétale qui n'a rien à voir avec la technique. Et souvent, les gens qui veulent mettre de la technique complexifient alors que la question est assez simple et chacun choisit ce qu'il a à choisir. Il n'y a pas de prisme de ma part. Mais c'est une vraie question sociétale au sens noble du terme. Peut-être un petit mot sur les fake news, parce que justement, je pense que ce qui est intéressant, c'est de poser la bonne question. Alors d'abord, des fake news, oui, on nous dit on en a de plus en plus. J'ai une bonne nouvelle pour vous, des fake news, ça existe depuis à peu près 10 000 ans, depuis qu'on est passé des villages aux villes, où pour arriver à agréger autant d'humains, alors que on sait depuis l'ordre d'anthropologie, avec le nom de Dunbar, que les humains ne savent coopérer qu'à 150 ensemble, eh bien, il a fallu inventer les dieux de la ville et les représentants de Dieu, donc tout le monde connaît ce représentant de Dieu, là tout va bien. Donc les fake news, ça existe depuis longtemps. Par contre, il y avait des endroits où on pensait qu'il y en avait moins. Alors après, on a inventé l'écriture, et c'était pas facile. Alors au début, on tapait avec les tablettes, et puis même encore au XXe siècle, à écrire un bouquin, c'est compliqué. Donc, en fait, on imaginait que il y avait moins de conneries dans les bouquins que lorsqu'on l'on dit, même si c'est plus ou moins vrai. Et donc, jusqu'au XXe siècle. Alors, au XXIe siècle, si vous croyez encore que ce qui est écrit dans X Twitter et dans Facebook, c'est vrai, là, par contre, vous avez un petit souci. Donc, ça veut dire que cette réserve-là a disparu. Alors, il y avait une autre réserve, c'était l'image, parce que, bon, d'accord, quand il y a eu l'URSS, quand il y a un gars en disgrâce, il y avait un autre gars une semaine pour arriver à virer Exactement. la personne du truc, mais ça prenait du temps. Donc, en gros, une image, on y croyait et on y croit encore. Sauf que les images de fake news, le pape en doudoune, Macron ramassant les poubelles, etc., ça prend quelques minutes, donc ça, c'est plus vrai. Donc la vraie différence, c'est pas qu'il y a plein de fake news, il y en a toujours eu plein dans l'histoire de l'humanité, c'est que les endroits où on croyait, à tort ou à raison, que les fake news étaient, il y en avait moins, eh bien, tombent. Donc en fait, ça veut dire que la vraie question des fake news, c'est pas les fake news, c'est votre capacité à avoir un esprit critique. Et donc peut-être que la chose la plus importante du 21e siècle, c'est d'acquérir des compétences en pensée critique. Bonne nouvelle, dans les programmes en France du primaire, il y a maintenant des cours de pensée critique. Et en CM2, en fait, on voit, alors il y avait un spécialiste de la pensée critique qui avait analysé ça dans une école, et il disait, voilà, si les adultes étaient capables de faire 10% de ce que les gamins de CM2 ont appris en 1 heure par semaine pendant un an, eh bien le monde change. Donc, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de devenir au moins aussi compétent que 10% des enfants de CM2. Voilà. Et avec ça, eh bien, oui, on pourra avoir. Merci Jean-Michel. Merci Jean-Michel, merci Stéphane, Jean-Michel et Kenny pour vos interventions riches et passionnantes. Effectivement, je pense que pour terminer, cette notion de pensée critique et être critique par rapport à l'IA, c'est très très bien. Je remercie tous ceux qui se sont connectés, et, qui ont participé, qui nous ont écoutés avec, a priori avec passion. J'espère que ce webinaire aura répondu à certaines de vos questions, vous auront interrogé, vous auront donné envie de découvrir, d'aller plus loin, d'approfondir. Il y a plein d'idées qui ont été avancées par les uns et les autres. Je vous remercie à tous pour ces échanges. Un petit dernier mot pour conclure. Stéphane, Jean-Michel, Kenny, Jean-Michel. Moi, j'invite tout le monde à faire du social avec l'IA. Comme c'est quelque chose de nouveau, on ne sait pas trop quoi en faire, réunissez-vous à plusieurs, allez chez Cap Métier, demandez-leur s'ils ne peuvent pas travailler avec vous, créer quelque chose. S'ils disent non, c'est pas grave, vous avez 3 personnes qui sont là, échanger avec des gens, réunissez-vous, les groupes WhatsApp, les groupes Telegram, on peut aller jusqu'à 200 000 personnes, donc vous pouvez créer des groupes gratuitement, et dans ces cas, vous échangez, vous pratiquez, et vous donnez des rendez-vous réguliers. C'est ça la clé. Fixez-vous des rendez-vous de telle heure à telle heure tous les mardis, par exemple. Vous y allez, même si vous ne pouvez pas y aller, vous savez que vous l'avez raté. La fois d'après, vous faites l'effort parce que derrière, tout est à construire et seul, ce n'est pas toujours évident. On parlait de charge mentale. Quand on doit y aller seul, ce n'est pas évident parce que ça nécessite une grosse mobilisation. Si on y va ensemble, dans ces cas-là, vous avez une IA heureuse parce que vous êtes fiers et heureux d'avoir la proximité avec les autres. Merci Stéphane. Quelqu'un d'autre a un petit dernier mot pour conclure ou on conclut là-dessus? Moi, je vais dire quelque chose de très cohérent, mais en 3 mots. Si vous voulez vraiment monter en compétence sur l'IA, l'utiliser, gagner du temps et grâce à ça pouvoir inventer votre web du demain, c'est très proche de Stéphane. Pratiquer, tester et expérimenter.
Vous faites ces 3 choses-là, le reste de la technique, on s'en fout. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple techniquement que l'arrivée du numérique, parce que même avec l'IA, vous pouvez même, si vous ne savez pas où servir d'un clavier, au cas où, enfin là je pense que c'est bon pour vous, eh bien vous pourrez discuter avec. Merci beaucoup, merci à tous, merci à nos intervenants. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.